Commence dans 1 minute. Je fais le compte à rebours. C'est le départ d'un 200 mètres ou d'un 400 mètres. Non, mais il y a plus grand monde, donc je pense même qu'on peut. Allez, on peut commencer. On peut Donc, démarrer. merci en tout cas. Merci tout le monde d'être venu. Donc, on continue notre série de webinaires avec, en partenariat avec la région Bretagne. Et cette fois-ci, c'est Jean-Luc de la DDTM des Côtes d'Armor qui s'est proposé de faire ce webinaire-là. Donc, merci Jean-Luc, déjà. Mm. Et écoute, je te laisse commencer. D'accord. Bon, mais bonjour à toutes et bonjour à tous. Je remercie aussi Charlotte de m'avoir proposé d'échanger avec vous sur un sujet qui me tient à cœur aussi, comme vous, la sylviculture des jeunes haies bocagères. Donc, on parlera en fin de compte des haies qui, avant l'âge de 15 à 20 ans, sur les problématiques d'amener une bonne gestion, une gestion sylvicole de ces haies. Donc, je ne vous parlerai pas comment des entretiens des premières années. Je pense que c'est des choses qu'aujourd'hui que vous avez acquises. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Donc, Jean-Luc Héon, je suis technicien forestier à la DDTM 22 à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor depuis le 1er mars 89. Donc, ça commence à faire un bail que je suis sur les Côtes d'Armor à parcourir, en fin de compte, comme vous, ces milieux forestiers ou bocagers. Pour faire simple, ma mission c'est la gestion des forêts privées, hein. Je suis beaucoup plus sur la forêt privée que sur le bocage. La forêt privée, c'est 92% de la forêt bretonne, donc c'est vraiment l'essentiel de la forêt sur lequel on agit, elle est quasiment totalement privée, la forêt bretonne. Il y a quelques 8% de forêt de collectivité. Donc, c'est une forêt paysanne. C'est avant tout une forêt paysanne avec quelques gros massifs forestiers. Donc, c'est là que je vous retrouve parce que quelque part, vous vous occupez aussi d'une forêt qui a été linéaire, créée par des agriculteurs et que moi aussi, je gère des bosquets, des petits massifs qui sont tout à fait cohérents avec le bocage. Ensuite, qui dit gestion, en fin de compte, dit aussi sylviculture, des peuplements feuillus. Les peuplements feuillus en Bretagne, c'est tout de même trois quarts de la surface. Donc, ce qui fait on a acquis quand même un savoir-faire et une vision sur ces peuplements feuillus bretons. Et on est un petit peu comme vous, on essaye d'avancer sur ces sujets et d'engager une bonne sylviculture avec toutes les difficultés que ça comporte. C'est pour ça qu'on est tous là ensemble, je pense, aujourd'hui, parce que dans la théorie, c'est facile. Sur le terrain, c'est beaucoup plus délicat de mobiliser les énergies. Donc moi, ce que je vous propose, à travers le moment qu'on va passer ensemble, c'est d'essayer de faire un lien avec ce que je connais sur la sylviculture forestière, mais tout à fait applicable aussi à la sylviculture qu'on peut appliquer sur les bocagères. Donc, vous pouvez réagir quand vous le souhaitez. J'en ai discuté avec Charlotte, ou en fin de compte, comment d'attendre la fin de mon intervention pour noter un petit peu les sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, je vais commencer la première diapo. Là, je vous ai mis une diapo, en fin de compte, pour vous dire, c'est un petit peu symbolique, la première diapo de présentation, pour vous dire, voilà, nous, on est capable, comme vous, hein, de le faire, c'est de classer les haies, les haies bocagères par type de traitement, ce qu'on appelle les traitements en forêt. Donc, la première diapo, vous voyez, pour moi, c'est une futaie. On voit les arbres de Auger qui dépasse largement, mais on a quand même un taillis en dessous qui peut être composé de différentes essences. Voilà. Donc la première diapo, donc moi je considère, hein, on verra si vous êtes d'accord, que la haie bocagère, c'est une forêt linéaire. Faut pas, vous faites, moi j'estime que vous faites le même métier que moi. Vous gérez de la forêt, mais vous gérez une forêt qui est plus compliquée que moi à gérer parce que vous avez une forêt linéaire
avec des contraintes que moi je n'ai pas. Vous avez les contraintes comme des bordures, vous êtes sur le front comme agricole et souvent aussi comme en bordure de route. Donc la gestion des haies, pour moi, et la gestion des forêts obéissent aux mêmes règles sylvicoles. Donc pour faire rapide, pour qu'il y ait une prise de conscience, c'est que la forêt bretonne, en fin de compte, c'est pas une forêt si grande comme ça, c'est avant tout, comme je l'ai indiqué, une forêt paysanne. C'est 300 000 hectares en Bretagne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les années 50, vous aviez 600 000 kilomètres de haies en Bretagne. Donc, on sait très bien qu'un kilomètre, c'est un hectare en plein. Donc, c'est-à-dire que le monde agricole avait 600 000 hectares de forêt linéaire à gérer, ce qui veut dire qu'il y avait deux fois plus d'arbres appartenant au monde agricole que appartenant au monde des forestiers. Il faut le savoir, d'où l'importance de protéger, de bien gérer cette forêt, parce que cette forêt linéaire, elle a été à un moment très importante au niveau de sa quantité d'arbres. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est un peu catastrophique ce qui nous arrive dans notre paysage breton depuis les années 50. C'est qu'on assiste quand même à une disparition de ce paysage qui vieillit aussi et qu'aujourd'hui, d'après comment les données qu'on peut trouver, il y aurait à peu près 100 000 kilomètres de haies qui restent sur notre territoire. Donc, aujourd'hui, vous parlez beaucoup du PGDH, le plan de gestion durable des haies, qui est un document que, de toute manière, qui a été imaginé à partir du plan simple de gestion forestière pour les bois et forêts. C'est une loi de 63, aujourd'hui qui vient d'évoluer là en 2023. Avant, c'était 25 hectares d'un seul tenant pour avoir un plan simple de gestion. Aujourd'hui, il est devenu obligatoire à partir de 20 hectares. Donc, le PGDH n'est qu'uniquement, vous voyez, comment une copie de ce que nous, on a mis en place dans les années 63 en forêt. Alors, ce que j'ai à dire sur ce document que je ne connais pas beaucoup, j'en ai rédigé deux, mais à l'époque où on pouvait comment, le rédiger un petit peu à notre manière, c'est que ce document doit rester quand même, à mon avis, un document simple. Moi, je vous donne mon expérience forestière là-dessus. C'est que vous avez beau faire les documents les plus complets, les plus comment, avec des données, mais c'est pas ça forcément qui va faire avancer comment la bonne gestion et une gestion durable des bois ou des linéaires que vous aurez à gérer. Vous le savez, je pense qu'avant tout, ce document mérite d'exister, mais il doit vraiment rester comment, des plus simples. Ça doit être un appui pour vous lorsque vous allez sur le terrain, mais rien ne remplacera en fin de compte votre présence, votre engagement et votre technicité au pied de la haie pour savoir un petit peu comment vous pouvez engager une bonne gestion des haies. Donc, je dirais, moi, attention à ne pas passer trop de temps sur ces documents. Vous avez déjà peu de temps à consacrer au terrain, à mettre en place des partenariats pour trouver des solutions pour gérer vos haies. Donc, ces documents doivent prendre un minimum de temps et garder du temps sur le terrain pour faire les choses qui vous semblent les plus utiles. Ensuite, pour vous rappeler que la forêt linéaire, le bocage, c'est la même chose que la forêt en plein, c'est que les végétaux plantés dans les haies sont aussi les végétaux qu'on trouve en forêt. Donc, vous voyez, on a plein de points communs. On a les mêmes végétaux, on verra tout à l'heure qu'on a les mêmes types de traitements et que la sylviculture forestière peut tout à fait s'appliquer à la sylviculture comment, du bocage. Donc, les objectifs de gestion de la haie ont forcément quand même des différences avec ceux assignés à la forêt. Donc, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que votre métier, je dirais qu'il il est peut-être plus compliqué que celui de forestier parce que vous avez d'autres choses à prendre en considération. Parce que la haie, c'est un élément construit à usage agricole avec un rôle aussi de protection et de biodiversité, comme la forêt d'ailleurs, mais que c'est aussi comment, un lieu de limite entre comment, des agriculteurs, entre des limites, des limites de territoire, des limites aussi par rapport aux pentes.
et qu'accessoirement, aujourd'hui, on parle de production de bois dans les haies. Donc moi, on a toujours mis un bémol là-dessus. Il y a du bois dans les haies, tout le monde le sait, mais comme je vous l'indiquais, aujourd'hui, la forêt bretonne est 3 fois supérieure au bocage, si on part de 300 000 hectares et 100 000 hectares de bocage. Donc honnêtement, si aujourd'hui on veut trouver du bois, on veut trouver du bois des conditions de marché satisfaisantes pour les gens qui utiliseront le bois de chauffage ou la plaquette. On sait très bien qu'il y a une petite production possible dans le bocage, mais on n'est pas naïf. On sait très bien que cette production sortira surtout de la forêt. À partir du moment où on a une forêt qui est en extension, hein, la forêt bretonne est grandit régulièrement, alors que le bocage, on a du mal à maintenir en fin de compte son linéaire qui a plutôt tendance soit à continuer à régresser ou à être tomber sur un équilibre entre vos plantations et les disparitions. Donc attention à l'usage production de bois que je trouve qu'on le met trop en avant aujourd'hui. On a l'impression que c'est la production de bois dans le bocage qui va le sauver. Moi, j'en suis pas certain du tout. La gestion de la haie est plus compliquée que la gestion d'une surface forestière. Ça, j'en suis persuadé puisque je travaille un petit peu dans les deux depuis un certain nombre d'années. La forêt, l'avantage, c'est que depuis le début, on a une existence juridique, hein, des forêts et un rôle bien défini de nos forêts qui ont un rôle de protection, un rôle social d'accueil du public et aussi de produire du bois pour les différents marchés dont on a tous besoin. Et la difficulté, comment pour vous, c'est qu'une forêt, souvent, moi j'ai un propriétaire pour mettre en place en fin de compte une sylviculture. Donc, je dirais que c'est plus facile pour moi de convaincre un propriétaire d'engager ses éclaircies, d'engager une bonne gestion, alors que vous, votre travail est beaucoup plus délicat parce qu'on sait très bien que les haies appartiennent à de multiples propriétaires avec des modèles agricoles différents et des envies différentes de gestion. Donc, il est là tout votre travail aussi, c'est d'essayer d'engager en fin de compte une gestion sylvicole, mais une gestion collective, d'engager par commune ou par groupement de communes, mais un travail collectif pour trouver des solutions pour faire ce travail de sylviculture. Donc ensuite, il faut pas non plus trop intellectualiser les choses, hein. La gestion de la haie doit rester un acte simple. Le monde agricole l'a fait pendant de très nombreuses années. Ils avaient un savoir, des compétences. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse tous, c'est réacquérir toutes ces compétences perdues et qu'il n'y a pas besoin, à mon avis, d'intellectualiser et de faire des choses trop compliquées dans le bocage. On part de loin. Il faut ramener ces gens-là à du bon sens, à l'envie de travailler dans leur aide. Donc, si on complique les choses, c'est déjà suffisamment compliqué pour eux au niveau agricole. Donc, la haie doit rester quand même un milieu dans lequel ils ont encore de la liberté et de pouvoir travailler eux-mêmes dans ce milieu. Souvent, quand on leur réapprend d'ailleurs à bien gérer leur haie, c'est un milieu sur lequel ils peuvent prendre plaisir à travailler un petit peu l'hiver quand ils ont le temps. Voilà, parce que oui, le bois aujourd'hui ne fait plus partie de leur métier, alors qu'auparavant, on pouvait dire que le bois faisait partie de leur métier. Et c'est vous un petit peu aujourd'hui, leur bras armé pour les ramener en fin de compte à une gestion. Donc la gestion, les enjeux, moi je réfléchis, c'est quoi les enjeux de gérer des genêts? Parce qu'on pourrait se dire, bon, elles sont plantées, bon, c'est déjà pas mal d'avoir réussi à convaincre les agriculteurs de les planter. Bon, on se dit, on a fait le plus gros de la bataille, mais moi, je crois que non. C'est qu'aujourd'hui, planter, c'est très bien de convaincre le monde agricole de planter pour toutes les raisons que l'on connaît tous, hein. C'est vraiment un enjeu important, j'en suis convaincu. Mais la chose auquel je suis convaincu aussi,
c'est que si derrière, il n'y a pas de gestion, je pense qu'on s'engage un petit peu dans un cul-de-sac et dans des difficultés à venir. Et déjà, moi, sur le terrain, je ne sais pas si vous le percevez, mais qu'aujourd'hui, on voit tout le travail engagé depuis 20 ans, on le voit sortir un petit peu sur nos territoires. Mais ce que je vois aussi, c'est que je vois très peu de bonne gestion sylvicole. Je vois surtout des haies qui, entre guillemets, qui dérangent soit la route, soit la parcelle agricole. Et je vois beaucoup de coupes d'emprise et je me dis, bah, quelle misère. C'est quelque part, on a engagé quand même des sommes importantes. On a engagé des gens dans un projet et quelque part, on voit très bien qu'on a des difficultés et peut-être pas tous les moyens suffisants pour ensuite les gérer. Alors, ce qui est terrible, c'est que les haies, elles sont quand même construites pour être gérées parce qu'elles sont quand même plantées à des densités fortes, avec souvent comment, des OG en quantité importante. Et tout ça, c'est dans l'objectif de gérer. Et quand je vois que toutes ces là ne font que très peu objet d'une bonne gestion sylvicole, ça me dérange. Je sais que ça dérange beaucoup d'entre vous aussi. C'est pour ça que je n'ai pas hésité, quand Charlotte me l'a proposé, d'intervenir sur ce sujet, parce que pour moi, c'est vraiment un sujet primordial. Si on veut continuer à planter, à booster comment, le monde agricole et à recréer des trames vertes et bleues, réagir pour la biodiversité, ben, il faut absolument qu'on s'occupe aussi de ces jeunes haies, de se montrer exemplaires dans la manière de les gérer. Donc, vous voyez, moi, j'ai essayé de lister un petit peu ce qui me paraissait important dans les enjeux. C'est quand même un investissement financier et technique important, hein. Vous y passez beaucoup de temps, les collectivités y mettent beaucoup d'argent. Donc, pour moi, c'est irrecevable de ne pas lancer, comment, au moins de tenter de gérer tout ça, parce que quelque part, ce serait un peu du gaspillage que de laisser tout ça pousser comme on veut et puis d'avoir que des coupes d'emprise là-dessus. Ensuite, je suis persuadé qu'une exigence d'une bonne gestion encouragera les agriculteurs à continuer à planter. À partir du moment où ils vont comprendre qu'on a planté des arbres, qu'il faut les éclaircir, qu'il faut les tailler, on peut tout à fait ensuite les convaincre de continuer à planter à partir du moment où ce qui a déjà été fait dans un premier temps est bien géré. Après, en troisième point, c'est quand même important aussi d'avoir un avenir qualitatif, ouais, parce que théoriquement, on nous dit que la haie bocagère peut produire du bois d'œuf, peut produire du bois de chauffage, du bois énergie. J'en suis persuadé aussi, mais à condition qu'il y ait une gestion. Si on ne gère pas grand-chose et si on laisse comment, les coupes d'emprise prendre le dessus, on n'aura pas des arbres, on n'aura pas des arbres de futaie pour faire du bois d'œuvre et on n'aura pas non plus de bois énergie. À partir du moment où on arrête à longueur de temps, on fait des coupes d'emprise, on sait très bien que le volume d'un arbre est proportionnel au CO2 qu'il va pouvoir capter. Et pour capter du CO2, il lui faut des branches et des feuilles. Donc, si tous les ans ou tous les 3 ans, on coupe à gauche, à droite et par-dessus, on n'aura pas une grosse production de bois de chauffage et de bois énergie dans ces haies. Ensuite, je pense que j'en suis persuadé aussi que gérer les haies très rapidement, comme je vais vous le proposer par la suite, ça permet aussi de gérer beaucoup plus facilement l'emprise sur les cultures et sur les routes qui forcément vont poser problème à l'agriculteur et aux gens qui gèrent comment les routes, communes et les départements. Et puis, engager une bonne gestion, c'est aussi comment éviter les tailles d'emprise trop sévères, parce que les petits arbres, au début, on les accepte, 5 ans, 6 ans. Puis au bout d'un moment, quand on voit que ça déborde de partout, c'est beaucoup plus facile d'appeler comment la CUMA ou l'ETA, et puis de dire à quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les compétences, tu me tailles ça, quitte à venir, tu fais ça comme correctement. Donc le travail peut paraître correct au niveau de l'emprise, hein, mais quelque part, nous qui sommes quand même plus des sylviculteurs et qui cherchons la qualité, nous, on est un petit peu à côté de la plaque en se disant, waouh, les OG, ils auront, quelquefois, ils ont la tête décapitée. Le taillis qui aurait pu continuer à pousser quand même encore quelques années avant d'être coupé prématurément, on se retrouve avec de la matière, mais qui n'a pas forcément un usage de bois énergie.
Donc, je pense que si on fait une bonne gestion des haies, je pense qu'on peut éviter comment un certain nombre de tailles d'emprise. Donc, pour ce faire, moi, on pourra en discuter. Moi, mon expérience, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en forêt, c'est qu'on classe, nous, les peuplements par trois types. Et d'ailleurs, comment j'en discutais avec Charlotte avant que vous arriviez, c'est que le hasard a fait que je suis allé sur le site d'Epaga. Et en fin de compte, j'étais surpris et content de voir que Epaga avait réagi comme moi, avait classé les haies bocagères, ben, en fin de compte, suivant une typologie comment, forestière. Donc, c'est un petit rappel que je fais. Pour moi, soit on fait des haies de Auger, ce qu'on peut appeler de la haie futée, c'est-à-dire on a que des arbres qui doivent normalement faire de la futaie. C'est ce qu'on appelle, nous, en forestier, une futaie régulière, avec, par exemple, des alignements de chênes du même âge, ce qu'on retrouve beaucoup dans le bocage breton. D'ailleurs, nos prédécesseurs alignaient beaucoup de chênes sur leurs parcelles agricoles parce ils avaient comment, un usage sur le chêne qui leur produisait bois d'œuvre et bois énergie. Et puis, à mon avis, c'était beaucoup plus facile pour eux aussi de limiter l'emprise de ces arbres futés sur les micro-parcelles qu'ils avaient à gérer et sur lesquelles il fallait qu'ils produisent quelque chose. En deuxième type, il y a la haie taillie. C'est en fin de compte des essences qu'on met dans un objectif plutôt de recépage, donc ce qu'on appelle nous, le taillis simple. Donc la taillis simple, ça peut être du noisetier, ça peut être du charme, du châtaignier, issu comment, d'un recépage. Et le troisième type, ben, c'est comment un mixte entre les deux, c'est-à-dire qu'on veut des objets, mais aussi on veut du taillis pour différentes raisons sylvicoles. Et nous, c'est ce qu'on appelle ce que je pourrais appeler la futaie taillie ou le taillis, le taillis sous la futaie, quoi. Donc, en exemple, ben, c'est la première diapo que je vous ai montrée, c'est des alignements de chênes tous les 8 mètres, par exemple, avec une plantation de sous-étage. Donc, moi, je vais essayer maintenant de vous parler de la sylviculture de ces trois types de peuplement, ce qu'on peut dire, donc la futaie régulière, le taillis simple et la futaie taillis. Donc, là. Donc j'ai mis quelques photos que j'ai prises lors de mes balades sur le territoire. Donc ça, c'est sur la commune où j'habite, c'est à Pordic. À Pordic, ce sont en fin de compte des haies uniquement réalisées avec des chênes. On a un chêne tous les 2 mètres. Et en fin de compte, on a comment, des choses qui naturellement se sont installées en dessous. Ça peut être des épineux, ça peut être du noisetier. Donc, c'est des haies bocagères qui ont été faits à l'époque, avec le SMEGA. Et je me souviens, c'est des haies que j'ai travaillé avec Cyril Collin, pour ceux qui l'ont connu, qui a repris une exploitation agricole à côté de Pordic, là, sur Trégomeur. Et je me souviens de comment Cyril, en réunion, a présenté les haies. Il y avait au moins 10 ou 10 voire 12 types de haies qui présentaient au monde agricole. Même moi, qui avais un peu de métier, ben, j'y comprenais plus rien. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Et puis à la fin de la réunion, je vois Cyril, mais je dis, il n'y aurait pas moyen plus simple de classifier ça en trois types ou en 5 types de manière à ce que tout le monde comprenne les choses. Et quelque part, il me dit, bah ouais, parce qu'il me dit, même moi, je finis par y perdre mon latin. Et puis quand vous allez chez des agriculteurs expliquer votre projet de plantation dans lequel ensuite il faudra engager une gestion, bah, vous avez tout intérêt à déjà, dès le démarrage, à proposer quelque chose que tout le monde va comprendre et petit à petit de marteler dans l'esprit du propriétaire, de l'agriculteur, ce qu'il va falloir faire dans les années à suivre pour gérer ce type de haie. Donc voilà, de la haie futée, donc ça peut être en fonction de la qualité des sols, hein, ça peut être du chêne, ça peut être du châtaignier,
Ça peut être tout ce que vous connaissez en auget. Le taillis, ben, vous le reconnaissez, ça c'est des haies que j'ai pris en photo sur Sévignac, commune de Sévignac, où là on est vraiment en grande culture avec des agriculteurs qui ont du mal à accepter d'avoir des arbres qui auront des houppiers de 10 à 12 mètres sur leur parcelle et qui déborderont sur la route. Donc, c'est des gens des agriculteurs qui veulent bien planter, mais qui nous disent, OK, mais nous, on veut des choses qu'on va pouvoir recéper régulièrement de manière à pouvoir les contrôler, ce que je peux comprendre tout à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la haie taillis, dans lesquelles il n'y a aucun auget et qui ne sont que des essences que l'on peut recéper et conduire en taillis. Et ensuite, vous avez la haie futée, futée taillis que j'ai pris, des photos que j'ai prises du côté d'Ivignac, dans les Côtes d'Armor, où là on a un mélange des deux. Donc on voit très bien comment des houppiers déjà qui s'individualisent d'herbes de futaie. On voit l'agrume qui se prépare. Et on voit comment le taillis en dessous qui joue son rôle de protection vis-à-vis de la culture ou de l'éleveur et qui en même temps comment gaine un petit peu là pour avoir de la qualité et peut-être d'avoir du bois d'œuvre. Donc, pour faire simple, on va prendre donc les types de peuplement un par un. Donc, la gestion de la FUT. Donc, je rajoute bien comment jeune. Donc, moi, j'ai distingué ce qu'il faudrait qu'on réussisse à faire avant 10 ans, ce qui est primordial, et ce qu'on peut et ce qu'on doit réaliser après 12 ans. Donc, avant 10 ans, c'est ce que beaucoup d'entre vous arrivent à réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien au niveau génétique, on a beau avoir une sélection génétique sur nos arbres de Auger, on sait très bien que dans ces arbres-là, on aura des très beaux arbres, on aura des arbres de qualité moyenne et on aura des arbres impossibles à tailler. Ça, c'est la génétique. Il faut en tenir compte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye, comme vous le faites, de les planter tous les 1,50 m, tous les 2 mètres, parce qu'on sait très bien que pour avoir de la qualité, il faut en planter beaucoup plus. Parce que si on était sûr d'avoir des arbres miracles, ce serait beaucoup plus simple de les planter tout de suite à distance plus écartée. Donc avant 10 ans, il faut à tout prix faire 2 tailles de formation, mais uniquement sur les beaux sujets. Ça ne sert à rien de perdre son temps sur des sujets de toute manière qui ne pourront jamais faire un fût. Donc ça, c'est un coup d'œil à obtenir, de se dire, est-ce qu'il faut que je taille celui-là? Est-ce que celui-là, c'est pas la peine? On va voir ça autrement. Et qu'en fin de compte, vous n'avez pas besoin d'en tailler beaucoup. Je dirais que si vous en trouvez un correct tous les 6 à 7 mètres, c'est déjà du bon travail. Donc, taille de formation, on verra peut-être ça en fin de compte dans la semaine prochaine sur le terrain à Mérillac. Bien tailler un arbre, c'est surtout le défourcher. Lorsqu'une fourche apparaît, apparaît avant 10 ans sur le sujet qui vous paraît bien poussé, et de commencer aussi à enlever des branches basses qui peuvent être gênantes sur la route et sur la culture. Et aussi, il faut éviter que ces branches basses ne prennent trop de diamètre. Et il est préférable d'intervenir sur un diamètre inférieur à 5 cm que d'attendre et puis d'avoir vraiment des grosses coupes à faire qui vont avoir beaucoup de mal à se refermer. Et puis souvent, mais c'est ce que je dis quand je fais des démos sur site, euh, tailler un beau sujet, c'est 3
trois coups de sécateur ou de scie. Si vous commencez à tailler 4 fois, 5 fois sur le sujet, il faut vous poser la question de dire, oulala, là là, j'ai peut-être pas choisi le meilleur et là, je suis en train de perdre mon temps à dépouiller complètement un arbre qui ne mérite pas d'être taillé. Donc, c'est un élément qui est important. Vous voyez, pour moi, c'est trois coups de sécateur ou de scie à main, ou de petite tronçonneuse, mais pas plus. Si on est obligé de faire plus, c'est qu'on se trompe de sujet. Ce qui est important, ben, vous le faites hein, dans beaucoup de cas, je l'ai vu sur Dino Agglomération. Aujourd'hui, il y a des équipes formées au niveau entreprise et au niveau technicien. Et moi, je suis tout à fait convaincu du travail qui est fait aujourd'hui de taille de formation. Le minimum, c'est au moins deux. La première, elle est obligatoire. La deuxième, elle me paraît super importante aussi. Donc, c'est un sujet qui me semble plus ou moins acquis par vous tous. Par contre, souvent, ce qui n'est pas fait, et je trouve que là, c'est un manque, parce que quitte à venir tailler vos beaux sujets, vous avez tout intérêt à faire en même temps le recépage des sujets les moins bien conformés, qui peuvent représenter 25% de votre linéaire. Parce que ces arbres-là, de toute manière, ne donneront jamais que du bois de chauffage, sont des arbres souvent qui sont les plus gênants au niveau de leur emprise sur la culture et sur la route. Et en plus, comme souvent, nous, en termes forestiers, on appelle ça des loups ou des pommiers, ce sont des arbres très vigoureux qui ont tendance, en fin de compte, rapidement à concurrencer le beau sujet qui est à côté d'eux. Donc c'est terrible parce que quand on ne fait rien, ben nous, on s'aperçoit que qui gagne la bataille, souvent, ben c'est ces arbres pommiers au loup, très branchus, mais qui vont petit à petit asphyxier leurs voisins qui avaient une forme beaucoup plus belle et qui auraient mérité d'être mis en valeur. C'est pour ça que je pense que la taille de formation, il faut la faire, mais le recépage, vraiment, c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui et qu'il faut à tout prix faire avant 10 ans. C'est vraiment de ne pas hésiter à couper tout ce qui vous paraît vraiment mal conformé et qui gêne un bel arbre. Donc, c'est pour ça que je me suis amusé à faire un petit schéma. Vous voyez, X au profit, si possible, des arbres dont vous avez réalisé la taille de formation. C'est ce que vous dites quand vous taillez, quand vous allez être amené à tailler un arbre parce qu'il vous semble intéressant pour sa qualité futée. Si à côté, vous voyez qu'il y a vraiment un arbre qui va le gêner rapidement, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut lui donner tout de suite la place au bel arbre et recéper le mauvais sujet. Donc, en priorité, le recépage, c'est vraiment, comme je le mets dans le PowerPoint, c'est les mauvais sujets. Et ça permet souvent de gérer déjà une partie des problèmes d'emprise sur la culture et la route. Donc, oui, c'est important, hein, 25%, mais j'hésite pas, il faut taper fort. Hein. Il faut taper fort dès le début. Ça peut être un arbre sur quatre qu'on supprime très rapidement avant 10 ans. Donc, nous, cette période-là, ben, c'est la période, on appelle ça, nous, c'est la période un petit peu de la préadolescence de l'arbre, la formation de l'arbre. On commence à visualiser ce que peut donner notre haie au niveau futé. Et ensuite, je dirais après 10 ans, bon, 10 ans, je mets 10 ans, mais ça peut être un peu plus, hein, ça peut être 12 ans, ça peut être 15 ans. Il faut penser à ce qu'on appelle en forêt, nous, l'éclaircie. L'éclaircie, ben, en fin de compte, qui nous permet de ramener l'espacement à 4 mètres ou voire même un peu plus entre vos arbres. Bon, après, il faut essayer d'être le plus régulier possible. Donc, vous voyez, la théorie, c'est de faire un premier dépressage qui les met à 2 mètres, à 2 mètres les uns des autres et à 4 mètres parfois, et qu'ensuite l'éclaircie vous permet de remettre tout le monde régulièrement à 4 mètres. Mais ça, ce n'est pas forcément le plus important. En forêt, on peut avoir des beaux arbres qui sont à 2 mètres les uns des autres et qui seront magnifiques. Le tout, c'est de commencer vraiment à travailler son linéaire et à mettre la futaie en valeur. Et c'est qu'à ce moment-là, vous voyez, quand on commence à avoir des arbres qui ont plus de 10 ans, qu'on peut parler d'élagage. Avant, on parle uniquement de taille de formation.
c'est-à-dire enlever les branches basses, enlever les fourches, les branches qui remontent dans la tête comme des beaux sujets. Et ensuite, sur ces beaux sujets que vous avez donc repérés et taillés, vous pouvez tranquillement commencer comment un élagage. Mais l'élagage, il est important de tenir compte de cette règle que nous, on répète souvent et que j'ai du mal d'ailleurs à moi-même à obtenir au niveau de la gestion des boisements feuillus, dont j'ai la responsabilité. C'est que si vous voulez vraiment un bel arbre, bon là j'exagère un petit peu, ce qu'il faut c'est un tiers en fût, deux tiers en feuilles, mais je dirais dans l'optimal, c'est de jamais de monter à plus de la moitié, d'élaguer la moitié, mais de toujours avoir la moitié en branches et en feuilles. Parce que parfois, ben, je le vois aussi bien dans le bocage qu'en forêt, vous avez des propriétaires un petit peu perfectionnistes et un petit peu naïfs qui vont élaguer, élaguer, élaguer en pensant faire du bien à l'arbre. Et puis on se retrouve avec, il nous reste 20% de houppier et 80% de fût. Et ça ne fonctionne pas parce que comme vous le savez, si on veut fabriquer du bois, le bois, c'est du carbone et tout ça, ça démarre à partir de la photosynthèse. Ce sont les feuilles qui captent le CO2 et qui fabriquent la matière. Donc, vous allez rapidement comprendre que plus vous avez de branches et de feuilles, plus vous allez avoir du volume. Et c'est ce qui nous intéresse tous, hein, d'avoir des beaux arbres, mais en même temps aussi d'avoir des arbres vigoureux avec du volume. Donc, la règle de l'élagage, ben, vous voyez, c'est ce qu'il faut retenir. L'idéal, c'est un tiers, deux tiers. Mais après, vous pouvez monter à moitié-moitié. Mais au-delà, vous fragilisez votre arbre et vous l'empêchez tout à fait de pousser. Donc pour moi, la gestion de la FUT, hein, c'est ce qui s'est pratiqué pendant longtemps par nos agriculteurs, hein. C'était pas très compliqué pour eux, bah, c'était repérer les beaux arbres, hein. Quand ils savaient très bien qu'ils allaient avoir un arbre qui allait faire de la charpente, celui-là, il le repérait, il y faisait attention. Et par contre, sur les autres arbres, il voyait très bien que ça allait plutôt être comment des arbres qu'il allait fabriquer comment des rejets, que ce sera plutôt comment de l'aragosse, du bois énergie. Il savait très bien distinguer les deux, la qualité et le bois énergie. Et il savait très bien aussi remettre à distance leurs arbres pour avoir du volume. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se promène en Bretagne, mais toutes ces haies-là, on les voit, elles sont belles parce on a quand même des arbres qui ont une forme de futaie avec des houppiers. Alors qu'aujourd'hui, dans le néobocage, même le néobocage, mais qui a plus de 20 ans, ben, j'ai du mal à voir des arbres qui ont pris du volume, du diamètre ou qui ont vraiment une tête. Parce que quelque part, ben, on voit très bien que les techniques d'entretien qui sont mises en place ou les endroits où rien n'est fait, on aura du mal à avoir ces haies dont on rêve tous, c'est-à-dire des jolis arbres. Donc, pour moi, c'est pas le plus compliqué de gérer la FUT. C'est du temps à passer, c'est du soin, c'est une compréhension mutuelle, hein. Il faut que le technicien ben, ait bien cette notion-là et qu'en même temps, il faut convaincre l'agriculteur que si vous lui avez planté une FUT, c'est pas pour qu'elle soit décapitée sur les trois faces, c'est pour, à terme, avoir un bel arbre tous les 7 mètres, tous les 10 mètres, comme vous voulez. Et ça, il faut bien le comprendre dès le début. Et pour parler de ma commune à Pordic, où on a réalisé 30 km de haies, mais je peux vous dire que c'est un peu cata. C'est qu'on avait planté beaucoup de FUT. Je dirais qu'il y en a peut-être une moitié qui bénéficie d'un minimum de respect et de gestion en tant que FUT, mais beaucoup d'entre elles, c'est terrible. Elles ont été plantées en FUT, mais elles sont gérées sur les trois faces plutôt en haie taillis, quoi, pour ne pas prendre d'emprise. Donc, il faut vraiment se fixer l'objectif dès le début. Qu'est-ce que je construis sur le terrain? Est-ce que je construis de la FUT, de la haie taillée ou une AMX? Et il faut vraiment que ce soit compris par tous. Voilà pour la FUT. La gestion de la haie taillée, pour moi, c'est relativement simple. Ça correspond à la mécanisation
que l'on voit se mettre en place dans la gestion des haies. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais la FUT, c'est plutôt une gestion mixte, une gestion manuelle et mécanique, mais on a plus de temps quand même manuellement à passer sur une haie FUT que sur une haie comme une haie taillie. Donc une haie taillie autour de 10 à 15 ans, en fonction de la croissance, hein, qui peut être lente ou rapide, hein, en fonction du sol, en fonction du choix de l'essence qui a été fait au démarrage. On peut tout à fait, quand CLA commence vraiment à avoir de la matière, qu'on ne les a pas trop tabassés au niveau de l'emprise, on aura forcément déjà du volume en 10-15 ans. Il est tout à fait possible donc, de recéper en plat à 3 ou 5 cm au-dessus du collet l'ensemble de la haie, ce qui permet ben, de rajeunir la haie, de limiter les emprises et en même temps ben, comment de la laisser repousser tranquillement, relativement vite si le travail de recépage n'est pas trop violent. Parce que comme vous l'avez dû le constater lors de certaines démonstrations, moi, j'ai rien contre le sécateur. On l'utilise beaucoup en forêt aujourd'hui. On a de moins en moins de bûcherons en forêt. C'est des travaux difficiles hein, pour l'humain aujourd'hui que d'abattre comment des dizaines et des dizaines de mètres cubes de bois en forêt. Donc les machines, c'est vraiment un coup de main pour cette profession. Les bûcherons sont en voie de disparition et aujourd'hui, les bûcherons qui nous restent en Bretagne sont devenus, je dirais, des bûcherons de luxe, des bûcherons qu'il faut vraiment garder pour faire des abattages difficiles, délicats, des choses qui demandent de la technicité. Mais quand vous avez des cloisonnements à ouvrir en forêt ou du recépage systématique de taillis en bocage, il est vrai que si on peut avoir la mécanisation pour nous aider, moi, je n'en vois que des avantages. Par contre, ben, on en voit aussi les inconvénients. C'est comme des grosses machines. Et souvent, lorsque le sécateur, comme on prend le petit châtaignier, le saule, le noisetier qui a 10-15 ans, on voit très bien qu'il faut vraiment que les couteaux soient bien aiguisés, faire ça sérieusement, parce qu'on a tendance à voir l'ensouchement qui soulève, et là c'est très mauvais, parce qu'on affaiblit totalement l'ensouchement de l'alignement. Et qu'ensuite, deuxième inconvénient, souvent le sécateur quand même écrase les tissus du collet de l'arbre. Souvent aussi, ben, le sécateur n'est pas capable d'approcher au plus près du sol. Donc, on a des coupes qui sont pas très belles et qu'il faut souvent absolument reprendre à la tronçonneuse parce que vous allez le comprendre. Pourquoi 3 à 5 cm? C'est ce qui permet au rejet, en fin de compte, d'être au plus près du sol et aussi souvent de s'affranchir de la souche, c'est-à-dire de se réenraciner sur les côtés et ce qui va consolider comment l'ensouchement. Alors que si vous faites comment une coupe à 10 cm au-dessus du collet, vous n'allez avoir que des rejets mais qui vont reprendre sur la périphérie de la coupe et qui peuvent être des rejets relativement fragiles au vent ou même qui vont sur le châtaignier, qui vont casser parce que la cicatrisation est trop haute, quoi. Donc, la gestion du taillis, ben, je pense qu'elle peut être mécanisée, mais avec du soin à apporter quand même, derrière pour avoir une coupe au plus proche du sol et de rajeunir la coupe faite au sécateur. Donc, après, qu'est-ce que je mets? J'ai mis possible de faire. Oui, après, sur CLA, moi, je ne m'empêche pas non plus de faire des tailles d'emprise au lamier si ça peut gêner la culture ou la route, à partir du moment où elles ne vont pas être faites tous les ans, quoi. Si vraiment avant 10-15 ans, il y a l'agriculteur ou les routiers vous disent bah, votre haie, elle est bien sympathique, mais aujourd'hui elle a une emprise de 3 mètres, ça commence à poser problème. Il est tout à fait possible de se servir aussi de la mécanisation dans la gestion de la haie taillie. Un lamier pendant la durée de vie de 10-15 ans ne me paraît pas comment impactante pour la haie. Par contre, ce que je voulais signaler, mais je vais le répéter parce que moi, ça me saute aux yeux,
Souvent, mais surtout dans le bocage, en ce moment, on se dit, ouais, le bocage, il faut qu'il ait un objectif de production de bois. Donc moi, j'en suis pas tout à fait persuadé. Ça peut être un des objectifs, mais son objectif premier, c'est vraiment pas de produire du bois, parce que le bois, il est plutôt dans les forêts qui sont abondantes, qui sont toujours en croissance, et dans lequel, d'ailleurs, depuis l'après-guerre, on a très peu exploité de bois de chauffage et de bois énergie dans nos forêts. Aujourd'hui, on ne commence que simplement à s'intéresser au bois énergie dans nos forêts. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, si on veut du bois énergie à la coupe rase, bah, on a tout intérêt à garder le maximum de houppiers sur ces arbres-là pour vraiment avoir du volume. Parce que moi, il y a beaucoup de haies que je vois tailler en emprise tous les ans ou tous les 2 ans. Ben moi, je sais très bien qu'au bout de 10 15 ans, il y aura pas grand volume de bois. Donc, si on parle aux agriculteurs de produire du bois à énergie, moi, je veux bien, mais il faut encore que la gestion aussi appliquée à la taillis soit une gestion qui leur permette de laisser pousser leurs arbres et de faire du volume. Parce que si c'est pour ensuite les voir les tailler CLA régulièrement, c'est pas la peine de parler de volume sur ce type de S simple. Voilà. Donc, je vais terminer par la gestion de l'AFUT taillis, qui pour moi est la plus compliquée, parce on a un mélange des deux à gérer. Donc, avant 10 ans, vous allez le comprendre, si vraiment on veut une haie mélangée de qualité, c'est que la taille de formation sur les hauts-jets, là, elle est vraiment indispensable parce qu'on a tellement peu de hauts-jets que si vraiment on veut avoir de la qualité dans les hauts-jets, il n'y a pas de pétard, il va falloir y aller relativement vite, au minimum de passages, et en espérant avoir un peu de chance et de qualité sur les hauts-jets, parce que je ne suis pas dupe. En mettant un chêne ou un châtaignier tous les 6 à 8 mètres, je sais très bien, et vous le savez aussi, mais que souvent on va arriver sur qui a 8 10 ans et on va se dire, waouh, il a déjà une forme qui est quasiment ingérable et qu'on se dit, mais cet arbre-là, ce ne sera pas un arbre de futaie, on va plutôt réduire en taillis parce qu'il est pas taillable. Donc c'est là que je me dis que ça peut être plus compliqué parce qu'on veut les deux, mais il faut se donner, en fin de compte, il faut se donner comment les moyens d'obtenir les deux et ce sera plus compliqué d'avoir de la futaie lorsqu'on mélange les deux. Et souvent, d'ailleurs, l'expérience me le dit quand je regarde le mélange des deux, lorsque le travail de sylviculture n'est pas fait dans ce type de haie rapidement, on voit très bien, c'est le taillis, c'est le bourrage qui est beaucoup plus vigoureux, mais qui enferme nos petits chênes, qui enferme nos châtaigniers rapidement, et que ces arbres-là souffrent d'une concurrence forcenée du bourrage qui ne veut que prendre sa place, quoi. Ensuite, autour de 10 15 ans, ben, il est tout à fait possible de recéper le taillis, de recéper le taillis, avec aussi la possibilité d'avoir des tailles d'emprise au lamier sur les cultures, comme je l'ai indiqué sur le taillis simple. Mais attention, ça se voit souvent, c'est attention de ne pas passer au lamier les OG en même temps. Combien de fois j'ai vu comment les têtes de chêne et les têtes de châtaignier qui voulaient monter, mais quand le lamier est passé pour amoindrir l'emprise du taillis, bah, il a pris tous les OG en même temps. Donc je me dis, à quoi bon faire une haie futée taillis si on décapite la futaie lors du passage du taillis? Et qu'autrement, mais le début d'élagage des OG, ben, on respecte toujours la règle des un tiers en feu, 2 tiers en feu, qui peuvent démarrer aussi ben, après 10 15 ans. Et qu'ensuite, il est tout à fait possible, je l'ai vu ça sur un mélange chêne rouge qui avait été planté tous les 6 mètres, avec un taillis de noisetiers et de charme qui avait été planté en sous-étage.
le technicien bocage qui gérait cet ensemble-là s'était posé la question comment je vais pouvoir sauver mes chênes rouges et qu'il avait une très bonne réaction. En fin de compte, c'est qu'à 10-15 ans, ben, il n'avait pas hésité, je pense qu'il ne faut pas le faire. Il avait recépé tout le taillis. Alors, ce qui faisait bizarre, parce qu'on dit, ouais, il reste pas beaucoup d'arbres dans l'alignement, mais qu'aujourd'hui, ben, c'est comme une haie que je regarde depuis une dizaine d'années. En fin de compte, ça n'a donné que du bénéfice aux chênes rouges qui ont profité de cette période pour reprendre le dessus, refaire des têtes et construire leur bille de pied. Et que le taillis, en 3-4 ans, bah, il a repris sa place et qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est plutôt la futaie de chêne rouge d'Amérique qui domine le taillis de charme et de noisetier. Donc, bah, comme vous le voyez, bah, si vraiment on veut se donner les moyens d'avoir l'objectif voulu lors de la plantation, c'est-à-dire de la haie futée, de la haie taillie ou de la haie futée taillie, la sylviculture est vraiment indispensable. Et mon expérience de forestier, bah, je le retrouve aussi tous les jours comme vous. On est loin de réussir tout ce qu'on a envie. Et quand je parcours tous les boisements feuillus que j'ai installés depuis 20 à 30 ans, bah, c'est les mêmes règles. Et lorsque on n'a pas pu faire de sylviculture, bah, quelque part, on a des peuplements hyper compliqués à gérer parce que déséquilibrés et qu'on se dit, bah ouais, on a planté, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Et je crois que c'est là notre challenge à tous, bah, c'est de pouvoir trouver les solutions pour aller jusqu'au bout de la sylviculture et que ça se fait jeune. Ça se fait très jeune et c'est pour ça que j'ai mis des dates relativement rapides, avant 10 ans et 10-15 ans, parce que tout est là. La formation d'un peuplement et se fait jeune. On plante beaucoup de choses pour avoir le choix, donc il faut choisir rapidement ce qu'on souhaite, quoi. Donc rapidement maintenant, ben, je vais vous montrer moi ce que j'ai vu. Les tailles souvent pratiquées, elles sont vraiment pas adaptées à la bonne gestion des jeunes arbres. Donc qu'est-ce que je vois beaucoup moi? C'est des FUT qui sont taillés sur les deux faces au lamier. Donc je me dis, c'est pas bien, mais bon, j'ai encore la tête de mes chênes. Mais c'est pas terrible de tout parce que vous le savez, mais on fabrique comment des arbres avec des arêtes de poisson ou des porte-manteaux. Et donc pour la futaie, si vraiment un jour on fait du bois d'homme, ce sera très compliqué pour scier ces arbres de futaie qui auront des bouts de chicot là, de 20 ou 30 cm de chaque côté. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Des futaies taillées sur les trois faces au lamier. Donc je me dis, on a dû se tromper quelque part, quoi. C'est que c'est pas une haie futée qu'il fallait que j'installe là, c'était plutôt une haie taillée, vous voyez. Donc c'est terrible de voir la photo que vous voyez au milieu, la haie taillée sur trois faces, c'est une haie que je connais bien parce que avec l'agriculteur, il y a eu 2 MAE là-dessus. Donc moi, j'ai fait 2 tailles de formation, comme on peut le lire dans les livres. On a fait 2 tailles de formation. On avait viré, comme vous le voyez sur la photo, comment on avait commencé à recéper les arbres mal conformés autour et commencer les premiers élagages des branches-bâches. Donc, quelque part, on était dans une gestion sylvicole idéale. Mais bah, vous voyez, bah, changement de propriétaire. L'agriculteur qui était en lait, qui avait acquis des compétences sur la gestion sylvicole, a vendu son exploitation à un agriculteur qui est en hors-sol, en cochon, mais qui, lui, n'a pas les mêmes problématiques. Il n'est plus en prairie, il est en grande culture. Et puis, bah, je le comprends. Il dit, moi, moi, ouais, elles sont belles, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai pas envie d'avoir des houppiers. Donc, vous voyez aussi la difficulté, c'est que faut mobiliser les énergies, mais comme on travaille sur du long terme, on est loin bah, d'arriver jusqu'au bout pour différentes raisons. Donc, il faut vraiment rester modeste. Rester modeste, il faut le faire, il va falloir entreprendre, faut trouver les solutions, mais quelque part, on se bute à un grand nombre de difficultés. Et puis, le troisième exemple que je vous mets, moi, ça me fait rire un petit peu. C'est des haies, c'est des haies dans lesquelles il y a des câbles, hein, des téléphoniques ou électriques. On le voit tous souvent, on plante des haies ben, trop proches des réseaux, trop proches des routes.
Et puis au bout d'un moment, ben, le gars qui gère les réseaux, ben, ça lui pose problème. Et ben, on voit des haies qui sont taillées uniquement pour passer le câble, mais qu'on ne s'occupe pas de la gestion sylvicole de la haie. Parce que cette image que je vois à droite, ben, si on avait fait de la sylviculture dans ce TE-là, on aurait pu tout à fait faire un premier dépressage, donc virer un certain nombre d'arbres dont les branches dépassaient sur les câbles ou sur la route. Et on aurait pu aussi commencer à élaguer l'arbre pour rester à moitié-moitié. Donc, vous voyez comment la gestion sylvicole, à mon avis, répond aussi à un certain nombre de choses qu'on demande à la haie. Donc, le résultat, comme on n'est pas dans de la gestion sylvicole aujourd'hui, on peut en discuter. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup de taille d'emprise. Mais ce que je vois, ben voilà, c'est ce que je vous indiquais, ben c'est des têtes de OGM qui sont passées au lamier, des couples qui ne s'occupent pas du tout de l'arbre. En fin de compte, le gars qui est sur la machine ne comprend pas ce qu'il y a dans la haie et ne s'y intéresse pas. Et je peux le comprendre, hein. C'est pas forcément son métier. Donc lui, il fait ce qu'on lui demande, c'est de dégager la route et dégager la culture. Donc souvent, ben, pas de gestion, donc il faut absolument qu'on mette ça en place, quoi. Donc en conclusion, hein, qu'est-ce que nous constatons? C'est beaucoup de taille d'emprise aujourd'hui sur les jeunes haies et trop peu de travaux de formation. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse tous ensemble. C'est de trouver les solutions pour essayer de lancer collectivement tous ces travaux de formation de la haie. Donc, le plan de gestion du bocage a le mérite de l'inscrire, mais je dirais attention parce que la, le travail, avant tout, il doit être fait d'une manière collective, d'engager plusieurs agriculteurs à travailler ensemble pour diminuer les coûts, trouver des marchés, je suis bien d'accord, mais que souvent, je dirais qu'à chaque haie, à chaque agriculteur correspond aussi un langage, un savoir-faire et que votre engagement, votre présence et votre technicité, c'est vraiment le plus important, c'est d'être au pied de la haie avec l'agriculteur qui comprenne avec vous ce qu'il va falloir faire, parce qu'on est quand même parti sur des gestions de long terme, hein. Là, pour l'instant, on parle du démarrage, mais on sait très bien que ces arbres-là, ils sont partis pour être là pendant 30, 40, 50 ans, et que si votre armée, qui est l'agriculteur, n'a pas compris ce que vous voulez mettre en place, il y a peu de chances que votre vision aille jusqu'au bout. Donc, à mon avis, passez un minimum de temps sur vos documents de gestion qui ont tout leur intérêt. Il faut les laisser simples, mais passer un maximum de temps sur le terrain pour petit à petit convaincre tous vos moteurs agriculteurs de mettre en place une gestion durable de leur haie. D'où l'importance d'acquérir aussi une technicité qui vous permette de discuter avec eux, quoi. Donc moi, la gestion sylvicole, elle est indispensable pour obtenir une haie de qualité. Autrement, tout le travail qu'on fait ensemble collectivement de replanter là, depuis une vingtaine d'années des haies bocagères en Bretagne, si derrière on n'est pas capable d'amener de la sylviculture et de la qualité, pour moi, on va vers des écueils et vers des haies qui ne vont pas ressembler à grand-chose et qui nous seront défavorables pour continuer notre travail. Et le dernier message, c'est que cette gestion, c'est là qu'est tout l'enjeu, c'est qu'elle est à réaliser très rapidement, hein, pendant les 10 premières années pour obtenir cette qualité, parce que souvent, après, il est bien trop tard, quoi. En forêt, je peux vous le dire que tout ce qu'on n'a pas fait avant 20 ou 25 ans, c'est compliqué de rattraper tout ça. C'est de la chirurgie coûteuse qu'on a du mal à mettre en place et souvent on se dit, waouh, on a tout loupé. On a tout loupé et souvent on se dit, bah, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est souvent, mais il faut redémarrer à zéro. Donc c'est terrible de se dire, mais tout ce temps perdu. Donc moi, je vous engage vraiment à faire un bilan sur vos secteurs, hein, les territoires dont vous avez la gestion,
de faire un bilan de toutes ces haies que vous avez réalisées depuis 10-15 ans, de les classer par catégorie, de faire votre plan de bataille et de vous donner les moyens de rencontrer ces agriculteurs. Et qu'ensuite, je sais que c'est lourd, c'est compliqué, il faut du temps, vous en avez de moins en moins. Et puis, je vous mets en garde aussi contre quelque chose, c'est que j'ai animé un certain nombre sur le terrain d'animation sur la taille des arbres, la gestion. Donc, les gens sont là, souvent trop peu nombreux déjà à nous écouter. Vous pensez qu'ils ont compris? Souvent, je le fais moi-même pendant une demi-heure, c'est moi qui ai le matos. Et puis quand je dis qui prend la suite, déjà, vous voyez, les gens hésitent à prendre la scie et le sécateur entre leurs mains parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont faire mal. Mais je dis, allez-y, de toute manière, c'est comme ça qu'on va tous apprendre. Même si vous taillez mal, on va rectifier le geste. Et puis ensuite, mais malgré ça, vous pensez que ces gens ont compris ce qu'il va falloir faire dans leur haie. Et souvent, je le dis toujours, si certains d'entre vous ont besoin que je refasse une visite personnelle, si je le peux, je le ferai. Et je suis souvent très surpris parce que souvent, la haie qu'ils vont me montrer, oui, elle est plus compliquée qu'on ne pouvait penser. Elle n'a rien à voir avec celle où on a fait la démo. Et que la personne, malgré comment la journée d'information, malgré le plan de gestion, il est toujours aussi démuni au pied de la haie. Et c'est là qu'il vous faudra beaucoup de temps parce que j'en suis persuadé que c'est au pied de la haie que tout se décide. Et je peux vous dire, quand vous le faites avec l'agriculteur pendant 2 heures et que vous dites, c'est bon, vous êtes autonome, vous avez compris votre haie, vous savez ce qu'il faut faire, vous dites, voilà, j'en ai au moins gagné un. Et puis peut-être que cet agriculteur se fera aussi, comme d'élève, passera un maître au profit de son voisin en disant, ouais, fais gaffe, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, ça fait 30 ans que je fais ce boulot. Tout mon plaisir, c'est d'être sur le terrain avec les gens. Et honnêtement, je fais le grand écart entre les grands-messes, les grandes réunions. Et je pense que tout ce que j'aurais pu faire avec mes collègues pendant 30 ans pour améliorer les choses, on l'a surtout gagné sur le terrain. Je pense que la bataille est là. Je suis d'accord sur les documents de gestion, sur un travail d'analyse auparavant, mais ce travail-là ne doit pas prendre tout votre temps et toute votre place. Voilà un petit peu le message que je voulais vous donner. Merci. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Jean-Luc. Vous pouvez désactiver vos micros et poser la question directement. Je vois qu'il y a des... Attends. Bon, je vais prendre la parole. Bonjour, Antoine Pont au Bocage à Conan, Marche de Bretagne. Je vous remercie pour votre présentation. Je mettrai juste un petit bémol. Vous parliez au tout début de taille jusque 50% de l'arbre. Moi, je suis beaucoup plus d'accord avec vous sur le un tiers et 2 tiers, un tiers de feuilles, 2 tiers de feuilles. Ce que je veux dire, c'est que 50%, un arbre, plus on va le stresser, plus il a des chances de faire du broussin, des pécos. Et un arbre qui est stressé va en faire toute sa vie. Donc, on ne le rattrapera pas. Vaut mieux avoir plusieurs tailles de formation qu'une grosse importante, hein. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Voilà. C'est pour ça que dans mon document, je mets un tiers, 2 tiers. Mais comme je sais que les tailles de formation ne sont pas forcément systématiquement faites, souvent elles sont peu nombreuses. Donc j'ai joué une cote moyenne, mais je suis d'accord avec vous, il est préférable d'être minimaliste et d'intervenir plus souvent. Je suis d'accord. D'accord. Petite réflexion aussi concernant le recépage au niveau des taillis et taillis et taillis. Je pense que c'est important de garder les arbres même de bourrage à croissance lente et biodiversité. L'exemple du hou, du troène, du néflier qui pousse Mmh. au final que très peu. Faut Mmh. savoir les laisser aussi pour les oiseaux. Voilà, ça fait concrètement, ça fait pas du bois, c'est de la biodiversité. Ok, C'est ok, oui, 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 oui. Moi j'étais un peu trop systématique dans oui, ma c'est juste une petite précision. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. Tout ce qui pousse lentement mérite toute notre attention et doit être préservé lors des coupes de taillis, quoi.
Et dernière chose que j'ai notée aussi, c'est que diamètre des branches, la tailler 5 à 7 cm, très bien. Mais en général, en forêt, s'il y a une intervention sur plus du... Quand le diamètre, quand on est à plus du tiers du diamètre final de l'arbre, on dit que c'est une intervention qui sert à rien du tout d'un point de vue qualité, gain de bois d'œuvre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, mais attendez, comment, moi, on est d'accord parce que moi mon discours s'arrête à 15 ans, À mais 15 ans, on est d'accord. mais qu'ensuite les lagages, il doit se continuer tranquillement jusqu'à obtenir la bille que l'on souhaite. Oui, On est d'accord, c'est juste des petites oui, oui, mais précisions. je Je vois, vous oui, oui, remercie oui, beaucoup d'accord, pour oui, votre... oui, il faut pas garder, je suis bien d'accord avec vous, ça sert à rien du tout d'élaguer un arbre à un tiers et puis de le laisser comme ça toute sa vie. Il faut après continuer le travail tranquillement. Mais ça, souvent, je l'ai constaté quand le travail est démarré, que l'agriculteur, sans rien lui dire, il remonte comment les lagages lui-même, quelquefois parfois trop haut. Mais c'est un travail qui savent faire ça encore, quoi. Par contre, comment Ils font généralement trop défourcher, haut. trop, oui. Mais Ouais, par ils contre, font trop haut. défourcher, les tailles de formation, le dépressage, ça, souvent, ils ont perdu ce métier. C'est votre métier aujourd'hui de les convaincre. Et élaguer, ça, comme vous dites, ils savent le faire, mais pas forcément d'une manière habile. Comme vous dites, c'est souvent trop. Ouais. Mm. Et c'est un souci, c'est que en fait en forêt, on arrive à avoir des grumes de grande taille et des arbres de haute qualité. En haie, les arbres ils sont beaucoup moins contraints par rapport à la lumière parce qu'ils arrivent à trouver sur les latéraux, donc ils vont Mm. aller chercher moins de hauteur aussi. Et c'est Oui, ce oui. que faut bien qu'on comprenne, c'est qu'on voilà, on peut avoir des grumes de 3 mètres, de 4 mètres qui sont très très belles, mais pas chercher à avoir des grumes forcément de Oui, 15 oui, voire 18 mètres, hein, oui, 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 ben qui ça, sont des aberrations. vous avez raison de dire ça, parce que je n'ai pas précisé. Un chêne de futaie en forêt ne sera jamais un chêne de bocage. Ils n'ont pas du tout la même manière de croître, la même contrainte par rapport à leurs voisins. On est plutôt en croissance libre sur la futaie comment de bocage. Et je suis d'accord avec vous, on aura des billes beaucoup plus courtes. Et ce que nous disent les professionnels qui sont sur les marchés du chêne, je suis bien d'accord avec vous, une bille de 3,60 m dans le bocage est tout à fait satisfaisante pour eux. On n'a pas besoin d'avoir une bille de 7 ou 8 mètres dans le bocage. Et dernière petite remarque aussi, dans le bocage pour les arbres de Auger, vous disiez travailler sur les arbres les plus porteurs, les plus jolis, on va dire. Mais il faut savoir aussi, quand on n'a rien, aussi travailler sur les moins pires, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais, Et voilà, c'est tout. Et je vous ouais, remercie ouais. beaucoup. Ok. Je laisse la parole aux autres. Vous travaillez sur quelle commune? Sur le secteur de Menrock, Saint-Brice-en-Cobb, autour de Fabrice encore, Saint-Brice-en-Cobb, que je Nord connais bien. 35. Ouais, que je connais bien. Merci. Merci à vous, Antoine. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Oui, oui, toutes les questions sont bonnes. Si vous vous posez des questions bah, tous les jours dans vos pratiques, les difficultés c'est les difficultés que vous rencontrez, quoi, parce que là tout ce que j'ai dit, c'est la théorie, hein, c'est que dans la pratique, je connais certains d'entre vous, hein, je vous suis depuis de nombreuses années et je vois que votre métier est complexe. On vous demande d'être compétent sur beaucoup de sujets et que la sylviculture n'est pas forcément votre premier sujet, alors que d'après moi, il est très important pour avoir de la qualité et de continuer à planter. Donc ça peut être aussi sur, je sais pas, qu'est-ce que... Bon, j'ai encore une intervention. Euh, qu'on qu'on influence les exploitants agricoles à avoir des bonnes pratiques de gestion sylvicole, c'est très très bien, mais moi je reste toujours un petit peu surpris quand on voit le saccage que fait le conseil départemental autour des routes, que ce soit du lamier ou de l'épareuse avec des coupes non Mhm, reprises, avec des chicots comme vous disiez, tout ça. mhm, Et comme toujours, si on alors hormis le département 22 où ils sont quand même bien impliqués mhm, dans une bonne gestion du bord de route, chez nous, il y a encore beaucoup de choses à faire et ça reste des financements publics aussi. mhm. Et je pense qu'on devrait être exemplaire là-dessus aussi. Eh oui.
Il faut pas hésiter à faire du lien avec eux. C'est ce qu'on fait dans le 22. Nous, je travaille beaucoup avec les. Oui, On essaye, mais bon, c'est pas facile. alors, il y a deux réseaux. Il y a un réseau routier et un réseau espace naturel. Avec qui ça va, l'espace naturel, ça va bien. Le réseau routier est un peu plus compliqué par chez nous. Mais je suis bien d'accord avec vous. C'est que je l'ai toujours dit. Moi, j'aime les arbres et mon métier de cœur, c'est la forêt. Mais pour moi, c'est pour ça que depuis 20 ans, je m'implique aussi pour le bocage. Pour moi, ils sont tous frères, quoi. Ils méritent tous notre attention, que ce soit la forêt, que ce soit l'arbre de l'agriculteur, le bocage, ou que ce soit l'arbre des villes ou l'arbre des bords de route, tout ça mérite la même attention quelque part. Et je suis d'accord que souvent, mais ils pâtissent de notre manque de soins et de pratiques brutales et qui finissent par devenir habituels. Je suis d'accord avec vous, c'est des mauvais exemples parce qu'on finit par se dire, bon, ben, si tout le monde traite les arbres comme ça, ben, au lamier, à l'épareuse, en coupe rase, ben, oui, ben, ça devient une mauvaise habitude. Ouais. Euh, vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est Marc de l'ODA Communauté. Bonjour Jean-Luc. J'ai reconnu, Je Marc. voulais, ah, J'ai reconnu. je voulais, ouais, ça oui, ouais. Je voulais poser une question en de la taille par rapport au cahier des charges Brest-Bocage, parce qu'on dit on a planté pendant des années, et on est rarement intervenu sur les haies qu'on a plantées en taille. Mhm. Est-ce que tu penses que jusqu'à maintenant, dans le cahier des charges Brest-Bocage, c'était très pratique ma question, la taille de formation peut être financée à 4 ans, d'accord? Maximum. C'est, enfin, Maëlie qui est là, elle peut m'écouter. Ouais. Euh, Moi, je pense qu'une taille de formation sur des arbres de bocage, si on intervient à 6 ans et à 8 ans, donc 2 ans avant les 10 ans, Mhm. 4 ans, c'est un peu rapide, je trouve. Pour du bocage qui pousse beaucoup moins vite qu'en forêt. Pour moi, à 5-6 ans, c'est bon pour la première taille et à 7-8 ans, la deuxième. Qu'est-ce que tu en penses? Tu Ouais. m'entends? Tout ça, je suis d'accord avec toi, mais tout. Ouais, ouais, je comprends bien ta question. Je comprends bien Parce que et jusqu'à maintenant, on ne peut pas, après 4 ans, la- on ne peut pas tailler des haies. Enfin, on n'est pas financé pour tailler des haies. ouais, bah là, Alors qu'à 4 ans, on peut faire, on est financé pour tailler des haies. Et ça, et après, il y a une autre enfin, ligne de financement, c'est réhabilitation des haies, qui mhm. est très difficile à activer parce qu'on en demande un cahier des charges, enfin un truc pas possible. Alors que ce serait si simple de reculer la taille de formation à 5-6 ans. Et là, on pourrait tailler vraiment des arbres. Mais à 4 ans, pour moi, c'est trop vite. Mais dans du Attends, bocage, hein. donc je vais essayer de faire comment la synthèse. Si je comprends bien, le financement de la taille, faut que la taille soit faite avant 4 ans et qu'après, c'est pas financé, c'est ça. Ouais, Et que la région ne finance qu'une taille ou il est possible d'en avoir plusieurs avant 4 ans? qu'une taille. Qu'une taille, bah oui, mais là, il y a un bug. D'après, bah déjà, ben, moi, je l'avais pas comment envisagé comme ça, mais donc au niveau de 4 ans, quelquefois, tu le sais bien, il y a des arbres qui poussent beaucoup plus vite que les autres. Après, vous avez des terrains très favorables à des croissances rapides et une taille avant 4 ans, elle peut être intéressante parce Avant qu'elle est 4 ans. rapide. Ouais, parce qu'Mais ça reste elle marginal part. sur du bocage quand même. Ah non, non, Vu, non, ah non. bah, Moi, ça peut... je connais du bocage, par exemple, en châtaignier ou en châtaignier, même en chêne du pays, où il est vachement important. Et puis c'est rapide en plus, il n'y a pas beaucoup de temps à passer, quoi. C'est un coup de Non, sécateur non, mais pour défourcher uniquement les plus beaux. Donc, et parfois, je suis d'accord avec toi, mais 4 ans, c'est trop tôt parce que la haie n'a pas démarré. Et le sol n'a pas été préparé comme il faut. C'est des essences à croissance lente. Et tes arbres, ils font 50 centimètres de haut. Donc la taille à 4 ans n'a aucun intérêt puisque l'arbre n'a pas encore fléché. Faut au moins ouais. qu'il ait fléché, quoi. Mais là, Ouais, parce que la plupart des essences qu'on met en OG, c'est du chêne, nous, hein. oui, oui, mais tu as des chaînes, tu vois, tous les matins quand je pars au boulot, moi, il y a des sur Saint-Brieuc, c'est Saint-Brieuc Aglo qui a dû faire ça, Claude, Claude Etès, il habite des chênes chevelus. Ouais, et les chênes chevelus, ils font 1,50 m il tous les ans, quoi. n'y a pas Donc, besoin tu de vois, détailler. Mais je vais mettre.
Ouais, mais Donc, les chênes chevelus, il n'y a pas besoin de les tailler. Presque pas, parce qu'ils fourchent jamais, de toute façon. oui, mais de toute manière, si tu as compris dans mon diaporama, c'est ce que je dis. Tailler, c'est pas de tailler tous les arbres. C'est tailler quelques Oui, arbres qui d'accord. vous paraissent intéressants pour avoir votre futaie à terme, quoi. C'est ridicule de toute manière de tailler comment tous les arbres. Alors donc, pour Mailing, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de maintenir moi une taille avant 4 ans. On sait très bien qu'elle n'est pas forcément utile sur un certain nombre de linéaires. Elle peut être utile sur certains parce que c'est une taille qui se fait rapidement, qui ne coûte pas très cher et qui peut être utile. Par contre, j'en suis persuadé, là, je retrouve un petit peu comment ce que tu dis par rapport à ton analyse de terrain, c'est qu'il faudrait plutôt absolument financer une taille après qui est très importante aussi. Parce que c'est vrai que si on ne finance qu'une taille à 4 ans, je suis d'accord avec toi, on perd son temps. On perd son temps parce une grande partie des haies taillées sont plutôt des haies qu'on va tailler plutôt, je suis d'accord avec toi, après 4 ans. Donc je trouve que les deux pourraient être intéressants parce qu'au minimum, c'est deux tailles. Souvent, une ne suffit pas, c'est un minimum de taille. Moi, j'ai travaillé sur des expérimentations forestières sur du châtaignier avec vraiment des techniciens pros, hein. Bah, je peux te dire, tailler un arbre, c'est un boulot de longue haleine. Mhm. Parce que je le sais, moi je vous parle de deux, c'est théorique, mais je sais très bien que pour vraiment former un arbre, c'est pas deux tailles, hein, qu'il faut, c'est beaucoup plus. Mais on va pas non plus, le bocage, on n'est pas là non plus pour fabriquer des arbres d'excellence. On est surtout là pour fabriquer des arbres en bonne santé et qui vont se développer. Après, on n'aura pas que des beaux arbres. Donc les deux tailles, c'est uniquement pour gagner un petit peu de qualité. Mais si tu as bien écouté ce que j'ai dit, moi la taille, je la trouve intéressante, mais ce que je trouve indispensable, c'est surtout le dépressage avant 10 ans, pour virer vraiment les loups qui concurrencent vos arbres à peu près corrects. Donc la taille de formation, je peux te dire que tailler un arbre, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense. Qu'on ne pense parce que j'ai suivi pas mal de stages sur la taille des arbres, l'architecture des arbres. C'est hyper complexe et je peux vous dire que beaucoup d'entreprises qui ont pourtant des compétences forestières ne savent pas tailler. Parce que l'art de la taille, en fin de compte, c'est de ne pas tailler. C'est d'avoir un bon projet au démarrage qui va t'éviter à avoir trop d'arbres à tailler. Et moi, je crois plutôt comment à planter beaucoup d'arbres, comme vous le faites, tous les 2 mètres, et en plus, après, mettre en place plutôt une politique de dépressage pour virer les plus vilains. Et moi, si j'avais à financer une opération, parce que souvent, cette opération de dépressage, elle n'est pas rentable. En forêt, elle n'est pas rentable. Nous, on la paye en forêt, cette opération. Ben, ce serait peut-être plutôt de financer comment un couplage taille de formation, mais surtout dépressage, de mettre l'accélérateur sur le dépressage. Parce qu'autrement, hein, moi, ça m'embête de voir des arbres plantés tous les 2 mètres et qu'on va laisser comme ça pendant des années et des années coincés à 2 mètres les uns des autres. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. On se dit, mais dans ces cas-là, pourquoi les arbres plantés à 2 mètres? Ça n'a pas de sens, quoi. Donc le dépressage, c'est vraiment votre sujet, le dépressage. J'en ai souvent parlé comment à un certain nombre d'entre vous. Mais je t'en ai parlé à Marc, j'en ai parlé à Mathieu, Guillaume. Guillaume, je me souviens, lorsque j'ai rencontré Guillaume Mas de Guidon Aglo au démarrage, il m'avait montré un peu ce qu'il faisait au niveau des tailles. Et c'est un forestier, il a des compétences là-dessus. Mais je lui dis, mais là, tu t'embêtes, là. Tu tailles des arbres de toute manière, mais qui vont être bouffés de toute manière par son voisin à côté. Donc je dis, bah, la première chose à faire, c'est plutôt de dépresser, quoi. Le dépressage, c'est vraiment le sujet d'actualité et un sujet technique et coûteux. Donc s'il y avait peut-être à revoir les financements, bah, ce serait peut-être comme tu le dis, de réfléchir un petit peu sur le financement de la taille de formation et du dépressage en même temps. Les deux sont couplés. Ouais, pour apporter Et puis quelques précisions là sur le... pardon. Euh, oui,
Sur le dispositif braise bocage, sans réouvrir des débats infinis, le sujet, il est plutôt au niveau de Bruxelles. Je comprends parfaitement la nécessité technique d'intervention, mais aujourd'hui, quand on passe sur de l'entretien, on est très limité dans le cadre juridique dans lequel on est. Donc, effectivement, comme le dit Timothée, on passe plutôt sur une MAEC, mais on ne peut pas aller vraiment au-delà. Déjà, chaque petit élément lié à la gestion de la haie, en plus de la plantation, nécessite des négociations très poussées Mhm. avec Bruxelles. Donc, on Ouais, peut pas. C'est aussi pour ça que c'est aussi rigide au niveau du dispositif. ouais, je comprends, ouais, je comprends. Alors, pour parler en fin de compte des, je vais vous donner un exemple pour parler de comment la taille de formation. Je me souviens d'avoir fait un stage comment sur la taille des arbres avec un professionnel de l'IDF, l'Institut pour le développement forestier, spécialisé dans ces pratiques sylvicoles. Donc, on était beaucoup de techniciens. Il nous avait demandé d'emmener des outils. On avait tous nos outils, nos tronçonneuses d'élagage, nos sécateurs, nos scies emmanchés. On était prêt à passer à l'attaque. Et puis, ben, il avait mis une grande caisse en nous disant, tous vos outils, là, vous mettez ça dans la caisse. Et puis, il nous avait donné du ruban. Il nous avait donné des rubans. On s'est retrouvés toute la matinée avec des rubans, là. Et il nous avait mis, en fin de compte, par équipe, dans trois types de commandes de peuplement. Et pour nous dire, ben, vous allez d'abord analyser ce que vous allez faire avant de couper tout et n'importe quoi, parce que la taille de formation et la taille et le dépressage, souvent, on rentre dans la haie, on ne s'est pas posé les bonnes questions, et ça, c'est vachement important de se poser les bonnes questions avant de sortir ces outils. Donc, il nous a mis dans trois types de peuplement. Il nous a mis dans une plantation mélangée de feuillus. Et puis avec nos rubans, mais il nous disait tout ce qui vous paraît correct, qui n'a pas besoin de taille, ben vous mettez un ruban, puis vous nous les comptez, et puis vous ramenez ça un petit peu à l'hectare. Et puis ben vous faites ça dans les trois types de peuplement. Et puis à midi, quand on est tous revenus après l'analyse de nos trois types de peuplement que nous avait fait travailler, on avait fait comme nos règles de trois. Et puis ben, la première équipe, elle dit, ben, nous, on était dans un boisement avec des jolis chênes, des jolis châtaigniers, du merisier. Et on a trouvé environ 300 tiges sur lesquelles, de toute manière, il n'y a rien à faire. Bon, ben, il dit OK. Deuxième équipe qui arrive et dit oh, ben nous, on avait des arbres, mais ils étaient bizarres, ils sont mal conformés, on ne sait pas pourquoi ils sont mal conformés, il y a de la branche partout. Et nous, on a trouvé que 70 tiges à l'hectare correct, mais qu'il faudrait quand même peut-être former. Bon. Et puis la deuxième équipe, elle dit nous il y a du beau, mais il y a aussi du mauvais. Et nous, on est plutôt à 150-200 tiges. Et c'est là que le pro il nous dit vous voyez comment la première équipe qui a trouvé 400 tiges à l'hectare de jolis arbres, il n'y a pas besoin d'aller tailler ni de faire quoi que ce soit parce que, comme l'a dit l'intervenant de Saint-Brice-en-Coble, moins on impacte les arbres, mieux ils se plaisent. Hein. C'est toujours impactant, une cicatrisation. On doit le faire sur des arbres jeunes, en bonne santé, parce que les arbres ils réagissent mal, ils font des rejets, ils font du broussard. Donc, quelque part, la première équipe, vous voyez, vous n'avez rien à faire, vous pouvez retourner dormir, rien à faire. La deuxième équipe, avec 80 pieds hectares, là, c'est pareil. Il n'y a pas suffisamment de qualité dans ce type de peuplement. On est vraiment en dessous des seuils acceptables. Aucun intérêt d'aller martyriser des arbres pour obtenir de la qualité. On va plutôt introduire du chancre ou des maladies. Donc ce peuplement-là, on se dit, plutôt que d'être géré en futaie, par manque de qualité, on ne va pas aller s'emmerder à tailler ça. Ça va plutôt être géré en taillé. Donc, ce qui fait que, vous voyez, les deux premiers types de peuplement, je répète ce que je dis, l'art de la taille, c'est de ne pas tailler. C'est que dans les deux premiers types, on se dit, il n'y a rien à faire. Parce que dans un des cas, tout est bon, donc ça ne sert à rien de s'énerver.
Dans l'autre cas, on a trop de mauvais, ça ne sert à rien de s'énerver. Et voilà, le troisième cas où on a besoin de travailler, c'est de se dire on est entre deux. C'est-à-dire que si on est qu'à 150 tiges hectares, donc on se dit si on ne fait rien, on sera en limite d'avoir quelque chose de qualitatif, alors que si on fournit un petit effort, mais uniquement sur 50 arbres qui ont des petits défauts et qu'on peut rattraper, on peut petit à petit ramener ce peuplement-là dans une qualité supérieure. Et pour les bocagères, c'est un petit peu la même chose. Avant de vous lancer dans la taille de formation, le dépressage, c'est de se dire, est-ce que ma futaie est réussie? Est-ce qu'elle est à peu près correcte? Est-ce que mes arbres sont bien conformés? De se dire, ben, j'ai vachement de beaux arbres bien conformés. Ben, de se dire, pourquoi s'embêter avec une taille de formation? Il n'y a que de la petite branche, chasser la grappe peut-être naturellement. Je vais pas aller dépenser des choses inutilement et puis je vais pas aller matraquer ces arbres-là. Et plutôt de réagir plutôt sur le dépressage, de donner de la place à ces arbres-là rapidement. Après, si vous parcourez votre haie futée, qui soi-disant était une haie futée, et puis vous dites, oh là là, branchu, cassé, pas beau du tout, et vous vous dites, mais Maëla malgré toute mon énergie et toute ma passion, je n'en ferai jamais une haie de futée. Ce sera plutôt une haie de qualité moyenne, mais à vous de choisir une autre stratégie, quoi. À vous de choisir une autre stratégie. On fera pas que des chevaux de course à partir de mauvais chevaux, quoi. Et puis par contre, c'est le troisième type de haie sur lequel il faut se poser la question, c'est de se dire, ouais, là j'ai un beau, là il n'est pas beau, là il n'est pas beau, ah là j'ai un beau. C'est de se dire, mais tiens, si j'améliore mes quelques arbres qui peuvent passer dans la qualité supérieure, je vais le faire. Donc tout ça pour vous dire que moi, la taille de formation, moi, je la mets pas forcément comme une priorité. C'est surtout une analyse de la haie que vous allez regarder, analyser avant de vous lancer dans la sylviculture. Quel type de sylviculture je veux pouvoir faire dans ce type de haie? Et je reviens à ce que j'ai répété plusieurs fois, c'est plutôt comment le dépressage de casser cette monotonie tous les 2 mètres et d'obtenir la diversité. Et je suis d'accord avec le technicien de Sabri-Sancoq de dire ben oui, ben là j'ai des jolis houes, là j'ai un alisier, là j'ai un arbre rare, ben, travailler aussi sur des petits arbres, des choses qui n'ont pas forcément un grand volume, mais qui au niveau de la biodiversité ont un grand intérêt, quoi. Voilà. Par contre, j'ai une question à vous poser, moi. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà comment réfléchi à la sylviculture et entrepris des travaux de dépressage, par exemple, ou de recépage du taillis, ou de commencer l'élagage? Est-ce que beaucoup ont commencé ou est-ce que c'est encore à la phase de réflexion? Alors nous, on est plus sur du conseil que sur de l'intervention de travaux, parce que non-financement par programme Brest-Bocage ou très contraignant au niveau du cahier des charges, euh, on réalise plus voilà, des animations au niveau des exploitants agricoles D'accord. pour nous. Je reviens juste aussi sur une petite précision qui n'a pas été évoquée du tout, qui est un peu un compromis entre l'éclaircissage et laisser plein d'arbres et augers, c'est les remettre en trogne aussi. Sur les Oui. arbres, Mhm. sur les difformes ou sur les loups, là, comme ils sont appelés, les mettre en trogne, d'un point de vue biodiversité, c'est super intéressant aussi parce que ça accentue beaucoup plus les cycles de nidification. Mhm. Oui, c'est une bonne suggestion. Donc, si je comprends bien, c'est pas un sujet encore ouais, un sujet qui est mis en œuvre pour beaucoup d'entre vous, quoi. Vous êtes plutôt dans la création, l'entretien des 3 premières années et peut-être plutôt sur la gestion du bocage ancien, peut-être. La gestion du bocage ancien, mais le néo-bocage qui est en train de prendre sa place aujourd'hui, et à mon avis, mérite plus d'attention. Ouais. Ça peut être fait. Bonjour, Gabriel Hersan, je suis à Quénon Marche de Bretagne avec Antoine. Oui,
ça peut être fait sur des sessions d'animation, sur de la haie plantée il y a 10 ou 15 ans, et du coup, faire de l'animation là-dessus. Mais on n'a pas possibilité d'intervention sur ces haies-là en dehors de l'animation, quoi. Mhm. Des animations, enfin, des formations à la taille de formation. C'est ça. Et, ouais, essayer de former comment, les agriculteurs à vos bras armés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'on Bah, n'ait c'est ce qu'il y a de pas. plus. Après, il faut arriver à les faire venir aussi. Oui, je sais bien. Je C'est sais bien, un- il faut souvent aller les chercher. Ouais. Ouais. Souvent des Parce que moi, particuliers qui viennent et qui sont intéressés, ouais, ou des mais- agriculteurs à la retraite. oui, oui, mais ça, tout ce que vous me dites, là, je sais bien. C'est pour ça Mm, que c'est ce que je vous ai mis en introduction. C'est pour nous aussi, hein, en forêt, c'est mobiliser les énergies, c'est le plus compliqué. Et comme je vous l'indiquais, moi, je ne suis pas persuadé que les animations, comme vous dites, on récupère un petit peu comment plutôt des néo-ruraux et quelques retraités, ouais. on n'est pas dans le vrai sujet, je crois. On n'est pas Bah, dans le vrai sujet. le mieux, ce serait de pouvoir aller chez les exploitants agricoles qui ont beaucoup planté, il y a Ouais, 7 ou 8 ans, et ouais. arriver à faire la première taille de formation et leur faire du conseil sur le Oui, recépage et sur les futures tailles, sur les dépressages. tout à fait. Et C'est puis là où ce quelquefois, serait. oui, c'est là que c'est là que c'est important. Mais normalement, si j'ai compris, le PGDA, dois l'inscrire dans le marbre, tout ça, normalement. Normalement, un plan de gestion, il est fait pour engager aussi les travaux nécessaires, hein. Oui, Mais j'ai bien peur que ces documents vont être des documents intéressants, mais ne vont pas être vraiment un outil de travail qui permette d'avancer sur ce sujet-là. Moi, j'ai mis des doutes sur la pertinence de ce document parce que nous, on a l'expérience des plans simples de gestion depuis 1963 que mm, ça existe. Ils ont le mérite d'exister, hein. mhm, Je n'ai rien contre, mais le plan simple de gestion sans un technicien qui va mobiliser ouais, l'énergie du propriétaire ou de l'agriculteur, ça ne sert à rien du tout. mm, mm, Et que là, en plus, ce qui est compliqué pour vous, c'est ce que je vous dis en introduction. Pour moi, c'est facile. Moi, j'arrive dans une propriété de 10, 15, 20 hectares. Moi, j'ai un propriétaire. Je vais réussir à le convaincre. On va trouver des solutions pour mettre en œuvre une sylviculture. Alors que vous, votre travail, ben, c'est plutôt un travail collectif, c'est-à-dire que vous arrivez, comme vous dites, dans un secteur où il y a eu 15, 20, 30 kilomètres de plantés. Ben, l'objectif, c'est de mobiliser, c'est pas de mobiliser un agriculteur, c'est de mobiliser tout le collectif qui a planté à cette époque-là mm. et de trouver une solution collective aux travaux pour diminuer les coûts, trouver quelquefois une solution de marché. Et là, c'est un vrai métier, c'est un vrai métier de travailler collectivement et puis tout le monde a l'impression d'avancer vers la même qualité, quoi. C'est ça. Il faut arriver C'est à ça motiver votre tout le monde boulot sur un secteur. sur un secteur. Et puis, c'est ça, d'analyser, en fait, moi, ce qui serait intéressant dans les secteurs dont vous avez la gestion, les bassins versants et autres, c'est dans un premier temps peut-être de comment, mais vous l'avez déjà, d'avoir une analyse globale et de se dire où est-ce qu'il y a déjà un noyau important de linéaire de 10, 20 ans et de se dire il faut peut-être que j'aille travailler là-dessus et que par contre, oui, aller faire de l'animation avec un groupe d'agriculteurs motivés sur un secteur où vous avez où il y a déjà des choses de fait et que vous avez réalisé un travail collectif, ça peut peut-être faire démarrer autre chose dans d'autres secteurs. Mais d'aller en ordre dispersé de bataille, d'aller animer dans les quatre coins de vos secteurs, un ou deux agriculteurs. Non, je pense Ouais. qu'il faut vraiment cibler les endroits où vous en avez le plus, quoi. Moi, je sais que je bosse en ce moment avec la Chambre d'agriculture 22 là-dessus. Parce que la Chambre d'agriculture prend conscience aussi que on sont en manque de gestion et nous ont demandé d'essayer de réfléchir à une méthodologie, quoi. Mm. Mais il y a un plan de bataille. Je crois qu'il y a un plan de bataille à faire. Il ne faut pas y aller en ordre dispersé. Vous êtes trop peu, vous avez déjà peu de temps là-dessus. Donc, il faut vraiment essayer de trouver l'endroit où il faut aller, l'endroit où vous allez communiquer et d'essayer de travailler en réseau, de vous faire aider aussi avec d'autres organismes peut-être. Mm.
Est-ce que vous avez des contacts comment avec les autres DDT, la DDT comment 56, 35 et 29 sur le bocage, par exemple? Est-ce que vous avez des contacts avec eux ou très peu au niveau On a technique? on a des contacts, mais ça va être plutôt en termes d'arrasement, voir s'ils ont bien reçu les dossiers. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, administratif. ouais, c'est plutôt administratif. Ouais, ouais, je vois, je comprends. Autrement, vous avez des gens, je sais que je leur en parle souvent, mais vous devez tous connaître un peu le CRPF, Ouais. le centre régional de la propriété forestière, où là, vous avez vraiment c'est leur boulot, hein, c'est des techniques, ces gens qui connaissent bien la sylviculture. Et moi, je leur parle souvent, hein, de votre travail DM, et c'est marrant, ils ont du mal à y aller, ils considèrent que c'est pas leur métier, que ouais. Et je trouve que ça peut être intéressant. Et dans le 22, bah, j'ai réussi, moi, à brancher un petit peu. Maintenant, certains d'entre vous le connaissent dans le 22. C'est Jean-Pierre Drougard du CRPF, qui, on se connaît très bien. Il a fini un petit peu par s'y intéresser. Et puis, il peut être en appui sur certaines réunions. Vous voyez, d'avoir le CRPF en appui sur certaines de vos réunions peut être un atout. Mm. Et que la chance qu'on ait, c'est que dans les 4 départements bretons, vous avez en moyenne comment, deux techniciens CRPF qui sont sur vos secteurs. Donc, moi, je vous encourage à essayer de faire du lien avec eux, quoi. C'est ce que je vous ai mis en introduction, hein. Pour moi, c'est la même chose, hein. Le bocage, c'est de la forêt linéaire. Nous, on a la chance de s'occuper de forêts en plein, mais moi, je ne fais pas de différence entre les deux. Et avant les années 50, les agriculteurs avaient 2 fois plus d'arbres que les forestiers, hein. Donc l'arbre du bocage était vraiment l'arbre qui méritait comment une gestion parce que il produisait du bois d'œuvre, du bois énergie, il était vraiment en tête de gondole, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il est relégué un petit peu à ce qu'il peut faire et qu'il est en difficulté. C'est vraiment l'endroit qui est en difficulté au niveau de l'arbre et du paysage, hein, comment l'arbre du bocage, il est en. C'est ce que je dis souvent, il nous en reste que 100 000 hectares, mais ce qu'il nous reste, c'est un peu une maison de retraite, quoi. Ouais. C'est une maison de retraite qui est en train de partir tout doucement, hein. Tout le monde le voit, mais moi j'ai des collègues qui ne sont pas du tout forestiers, mais qui habitent à la campagne, mais qui me disent, bah, Jean-Luc, il me dit, mais moi je vois tous les ans, je vois l'agriculteur, il rogne le bout de talus, il enlève un arbre. Donc, oui, ça se passe lentement, lentement, Mm. lentement, mais l'érosion, elle ne se voit pas, l'érosion, elle est progressive et très lente. Donc, je me dis, ce bocage qui est en sursis, ça me fait mal au cœur. Et en même temps, si tout ce qu'on a construit depuis 20 ans, tous ensemble, c'était dur, hein, ce néo-bocage, comme vous me l'indiquez, il faut les trouver, les motiver, il faut pouvoir les motiver ensuite à gérer. Mais par contre, si on ne s'y intéresse pas, plus que ça, ce néo-bocage, à mon avis, on va vers un sacré cul-de-sac, quoi. Ce Là, qui- là où on a des possibilités d'action, c'est parce que c'est en fait le problème, il est sur le système agricole, on va toujours revenir, et sur les pratiques. Voilà. Mhm, Donc, à partir du moment où on a des vaches en bâtiment et du maïs, bah, ça commence à compliquer les choses déjà, quoi. mhm, Donc, là où on a des leviers d'action, c'est chez ceux qui repassent en toute herbe et mhm, qui comprennent un petit peu le rôle de la haie. mhm. Non, mais je connais parfaitement tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, je comprends, on n'était pas là aujourd'hui pour discuter de ça et je comprends ces blocages et ces leviers compliqués. Et puis, on sait très bien comment. J'ai un ami qui me le dit souvent, c'est que faut pas se faire d'illusions. Le nombre d'agriculteurs est en baisse continuelle. C'est lié aussi à la disparition du bocage. Moins vous aurez d'agriculteurs, moins vous aurez de bocage. Tout à fait. Les deux sont liés et qu'aujourd'hui, on voit très bien, les surfaces s'agrandissent, on est en grande culture, on est en hors-sol, même en lait, vous le savez, on va passer en hors-sol sur un certain nombre d'exploitations qui y sont déjà. Donc l'arbre aujourd'hui, on se dit, bah oui, l'arbre, pourquoi l'arbre dans notre paysage breton, quoi. Donc là, c'est un vrai sujet sur lequel, comme vous dites, on est loin d'avoir
tous les leviers, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même la chance, depuis 20 ans, tous ensemble, d'avoir replanté un néo-bocage. Bah, il faut qu'on s'en occupe, quoi. Il faut qu'on s'en occupe, mais vraiment, vraiment sur le terrain, quoi, d'essayer de trouver des solutions. Elles sont pas toutes faites, hein. Elles sont pas toutes faites, mais en forêt, moi, c'est pareil, hein. Quelquefois, ben, je regroupe les petites propriétés. C'est plus facile parce que moi, je vais regrouper 10 petits propriétaires et qu'après, je vais leur mettre un exploitant tous ensemble. Alors que vous, je sais très bien, ça se compte par dizaines, vous. Si vous voulez regrouper les gens, ben mais je pense il faut y réfléchir à tout ça, il va falloir le faire, quoi. Mm. Et vous faire aider, hein, parce que je vois aujourd'hui, dans le 22, je sais pas si on a une chance, mais on est un petit réseau, on est un petit réseau où on essaye de s'entraider, quoi. Forestiers, bocagistes, la chambre d'agriculture, les entreprises aussi. Il y a un certain nombre d'entreprises qui s'intéressent au bocage. Mais je sais que c'est c'est pas gagné, c'est pas gagné, mais à un moment, il faut quand même se poser la question de se dire, c'est comme un programme important, Brest Bocage, tout le monde en parle, un programme coûteux, hein, c'est quand même coûteux, et faut qu'on se donne les moyens au moins de réussir ce qu'on a mis en place, hein. Moi, c'est ça qui m'inquiète au niveau des gens qui sont un peu les têtes pensantes de tout ça, ben, c'est on fonce tous, mais quelque part, on ne regarde pas dans le rétro et on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Et à un moment, ben, à un moment, il faut vraiment se poser la question de se dire, mais si on peut pas en placer auprès du monde agricole, si on a des difficultés à le gérer, ben pourquoi continuer à travailler sur cette option-là, puisqu'elle fonctionne difficilement, quoi. C'est une question qu'il faudrait qu'on se pose tous ensemble. Est-ce qu'on est sur le bon sujet, quoi? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre temps, quoi? Parce que je ne sais pas ce que vous me dites, hein. Moi, je vois très bien ce qui se passe dans les Côtes-d'Armor. On a des très grosses exploitations où 300 hectares, où il reste quoi? Il reste 8-12 kilomètres de bocage. On voit le voisin qui va partir en retraite, qui jusqu'à là, lui a été sur un autre modèle agricole, avait résisté, et lui, sur une exploitation beaucoup plus petite, il a encore 10-12 bornes. Mais on voit très bien ce qui va se passer. Quel est l'agriculteur qui a les moyens de racheter son voisin? Ben, c'est le gros. Souvent, ça se passe comme ça. Et le gros, bah, il va vous dire ou nous dire, ah ben, nous, vous comprenez, nous, on est en grande culture, nous, ce parcellaire, il ne nous intéresse pas. Donc, ils vont faire les demandes, ils vont faire les demandes que vous avez à gérer au niveau de la PAC. Et on voit que ce bocage qui jusqu'à là avait résisté, bah, il flanche aussi, quoi. Et c'est pour ça que je me pose souvent la question de me dire, mais, ouais, ouais, ouais. Et que nous, par derrière, on essaye d'en recréer, alors qu'on voit très bien que les mailles continuent à s'ouvrir dans beaucoup d'endroits, quoi. J'aurais une question, une réflexion. Aujourd'hui, il y a un gros problème de valorisation de bois d'œuvre au niveau des bocagères. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'un scieur ne va pas se déplacer si un grumier n'est pas plein. Donc ça se concrétise ou par une coupe à blanc de l'ensemble des sujets qui sont autour de la parcelle, ou même un sujet relativement potable qui pourrait partir en sciage, fini en bout de 50. Mhm. Quelle solution on aurait à ça, justement, pour une meilleure valorisation de la grume bocagère? C'est une bonne question. Comme vous le dites, on a les mêmes difficultés, hein, quand on n'a pas quand on n'a pas comment un camion, on a du mal à faire déplacer le marchand de bois. Donc ça déjà, il faut le savoir. En plus, nous, la facilité, nous, c'est qu'on est sur une surface, donc le camion, on peut le trouver facilement. Vous êtes sur un linéaire, donc ça va être plus compliqué. Plus compliqué pour vous de trouver le camion et beaucoup plus compliqué pour l'exploitant, ben, d'aller parcourir 3 km de haies pour trouver son volume. Donc, quelque part, oui, ben, c'est ce que j'ai dit en introduction. D'ailleurs, pour moi, là, le bocage, on vous parle de valorisation économique. Nous, en tant que forestiers, on ouvre grand les yeux en disant, ouais, on a déjà du mal à valoriser nos petits bois, nos petits bosquets. Donc, aller valoriser du bois bocage, bonjour les difficultés. Ce que vous me dites, on en est conscient. Après ces gens-là sont liés comment, à la productivité. Donc, ils sont pas là pour perdre des sous. Donc,
l'épicerie ne les intéresse pas trop. Donc, qu'est-ce qui serait possible de faire? Moi, dans mon cas, qu'est-ce que j'essaierais de faire? Ben, c'est déjà c'est de faire des ponts avec eux, de les connaître, parce que vous avez forcément des sieurs locaux encore autour de chez vous. Ben, c'est de prendre un petit peu de temps aussi pour aller les rencontrer, discuter, leur poser la question que vous venez de me poser et de leur dire, en tant que professionnel, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider à avoir des solutions pour qu'on puisse quand même valoriser nos bois futés plutôt que de voir partir en bois de chauffe, quoi. Et vous pourriez trouver l'écoute de certains dans le 22. Nous, ils ne sont pas nombreux, mais on a des exploitants forestiers et des scieurs qui peuvent s'intéresser au bocage à partir du moment où on va le regrouper comment à l'eau. Donc c'est pareil, on revient toujours à la même chose, c'est que un propriétaire, un agriculteur qui va demander pour 7 ou 8 grumes, ils vont dire non. Par contre, si vous dites qu'il y a un collectif de 5 agriculteurs et puis qu'il peut y avoir un camion et demi ou 2 camions, ils vont venir vous rencontrer et réfléchir, quoi. Puis après, vous avez tous les problèmes en fin de compte, d'exploitation, c'est-à-dire il faut que le maïs soit ramassé, il faut que la céréale ne soit pas replantée, il faut la place de dépôt, il faut quelquefois faire fermer la route par la commune ou par le département. Donc, je sais très bien, hein, vous avez beaucoup de contraintes, vous avez beaucoup de contraintes au niveau de l'exploitation, de la valorisation de vos bois, quoi. Après, vous avez les SCIC aujourd'hui qui sont quand même un peu aussi vos bras armés, quoi. Vos SCIC qui vous aident un petit peu à valoriser vos produits. Je ne connais pas trop comment la situation des 3 autres départements, mais vous avez en fin de compte des structures collectives qui peuvent vous aider au niveau de la valorisation de vos bois en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et dans le Finistère. Bonjour. Bon, Pour nous, dans le Finistère, là, sur le Baléon, à l'heure actuelle, on n'est pas rattaché à une SCIC. Et donc, c'est ce qu'on est en train de travailler pour se faire rattacher à celle de Morlaix et justement réussir à travailler sur la valorisation du bois. Donc, aujourd'hui, on en est là-dessus et on n'a pas forcément de contact avec le CRPF ni le CNPF. d'accord. Non, mais c'est très bien d'essayer donc de se rapprocher d'une SCIC et puis de réfléchir en fonction de ce que vous avez comme bocage à valoriser et comme produit qui vous semble intéressant à valoriser pour l'agriculteur, de se rapprocher d'eux et de voir un petit peu avec leur marché comment ils peuvent vous aider à valoriser ces produits-là. C'est très bien. Ouais, c'est un peu, mais va falloir que j'en parle au niveau de la direction à Rennes, de voir comment. Vous voyez, par exemple, dans le 22, comment le technicien qui est à Guingamp, rapidement, m'a demandé comment la liste de tous les techniciens qui interviennent sur le bocage en Côte d'Armor. Il avait envie de les connaître. Et puis, je vais vous donner la deuxième raison pourquoi aujourd'hui vous allez obligatoirement vous rapprocher en fin de compte du CNPF et CRPF. Parce qu'aujourd'hui, on vous demande aussi de faire un deuxième métier, c'est la gestion des coupes de bois dans le cadre des documents du Code de l'urbanisme, PLU, PLUI, dans lequel vous allez être de plus en plus demandé par le bocage et par les particuliers, parce qu'aujourd'hui, tous nos élus bretons ont classé en grande partie leur bocage et leur forêt paysanne à juste titre. Mais après, il faut faire vivre le document, c'est-à-dire qu'il va falloir que les gens déposent des demandes lorsqu'ils vont vouloir couper leur bois, et que c'est vous qui allez être en première ligne. C'est vous qui êtes en première ligne parce que les DDT qui jusqu'à là faisaient le job ne le font plus parce que nous, on a la charge du code forestier et que les collectivités à pour qui vous travaillez on vont avoir à gérer en direct ces demandes d'abattage, ce qui veut dire qu'il va falloir monter votre niveau technique pour pouvoir répondre techniquement aux demandes qui vont vous être faites, et puis un petit peu de s'organiser parce que quelque part, vous n'allez pas pouvoir vous démultiplier et être partout à la fois. Mais je sais que dans le 22, moi, c'est une grande interrogation de mes collègues techniciens bocage, c'est de dire, waouh,
comment on va pouvoir répondre aux gens intelligemment et puis de répondre au PLU. Si on fait un PLU, c'est quand même pour le respecter et conserver ses paysages et améliorer son paysage. Et donc là, il y a aussi une organisation sur laquelle il va falloir travailler et qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que je vous disais, souvent ces demandes elles transitent encore par les DDTM, par le CRPF, parce qu'on est très connu sur le terrain, mais qu'aujourd'hui, que ce soit moi ou Guingamp, on dit nous, on veut bien aider, hein, mais il va falloir que les techniciens bocage des collectivités, c'est leur job, hein, le code de l'urbanisme, c'est les lois de décentralisation, c'est plus l'État, c'est plus le CRPF. Alors, je D'où me permets, je prends un petit peu la parole. Sachez qu'aujourd'hui, nos financeurs ne s'orientent plus vers la gestion, mais sur la création. On est beaucoup plus orienté vers les créations des bocagères que tout le reste administratif, comme vous le disiez. Alors, oui, ça peut C'est pas faire partie forcément, des... Antoine, c'est plutôt une question de réglementaire où on n'intervient pas dans le cadre des subventions, mais c'est pas la gestion, même si bien sûr tout ça est interrelié. Mais il y a effectivement une vraie question de partage des rôles sur ce sujet-là. Mhm. Oui, il va y avoir un partage des rôles, mais le souci, c'est que la collectivité s'appuie sur son technicien bocage, et je suis bien d'accord avec Maëlys que la collectivité n'a pas, le conseil régional n'a pas lieu de financer, en fin de compte, tout le temps passé sur la gestion des déclarations préalables de coupe de bois. Voilà, c'est ça. Il faut que la collectivité accepte d'avoir en autofinancement ce Oui, volet gestion oui, voilà. PLU ou BCAE. Et quitte à faire l'effort d'embaucher une deuxième personne ressource en appui à votre travail qui est plutôt, je suis d'accord, de création et de gestion des haies, quoi. Mais par contre, moi, où je mets en garde quand même les financeurs, moi, c'est de faire très attention à ne chercher que de l'affichage. C'est-à-dire de vous pousser, de dire, allez, on plante, on plante, on plante, on plante, on plante, et puis comme ça, chacun copie, il dit, moi j'ai fait 12, moi j'ai fait 20, moi j'ai fait 30. Moi je veux bien, mais euh, ça n'a pas beaucoup de sens par rapport au terrain. Si derrière, on ne met pas ce que je viens de dire, une gestion, c'est peine perdue. Si c'est planter pour planter, je sais que ça peut faire plaisir politiquement à un certain nombre d'élus et que notre président Macron nous dit la même chose, à nous forestiers. Vous avez dû lire dans la presse, on va planter 1 milliard d'arbres avec les collèges. Vous imaginez, nous on rigole, quoi. On dit c'est peut-être un peu plus complexe que ça. Mais qu'aujourd'hui, j'ai bien peur que nos collectivités ne voient que trop l'affichage des choses en disant oh ben, Brest-Bocage, on est irréprochable, on fait tant de kilomètres par an, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors que derrière, si vous me dites tous que vous ne faites que très peu de sylviculture, de conseils directs aux agriculteurs pour obtenir de la qualité, moi, honnêtement, je me pose des questions de dire attention, si c'est que pour afficher des kilomètres et faire plaisir à l'agence de l'eau ou à d'autres, je trouve que là, on joue un jeu dangereux par rapport à la réalité de terrain, quoi. En effet, hein, il y a un vrai sujet sur les indicateurs de suivi et sur l'affichage, notamment sur les linéaires de plantation plutôt que sur d'autres volets. Je partage le constat. Mm. Après, on peut aussi valoriser d'autres indicateurs de suivi sur un volet peut-être plus qualitatif qu'il faut mettre en avant à tout prix si on veut répondre aux enjeux Mhm. actuels sur le bocage. Et on sait bien que le dispositif Brace Bocage n'est pas parfait, hein. Mhm. Mhm. Non, je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir, se donner les moyens d'engager pour tous les gens qui sont sur le terrain, un deuxième acte qui serait un acte vraiment de gestion sylvicole des haies, si vraiment on veut leur donner de l'avenir, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on ne va pas donner beaucoup d'avenir à ces haies-là qui commencent à vieillir, parce que là, on rentre dans le sujet, quoi, et bon, tout le travail qui a été fait va avoir entre 10 et 20 ans. Et là, on est dans le vrai sujet et qu'il faut peut-être y réfléchir et se donner les moyens d'engager quelque chose. Et je sais que c'est compliqué, hein, parce que nous-mêmes,
j'en discutais avec Mathieu Laurent hier, on était sur le terrain ensemble, et qu'en en boisement forestier, en Côte d'Armor, depuis que je suis à la DDTM, mes collègues et moi, on a peut-être planté allez, 3000 hectares de 3000 hectares de jeunes boisements. Et si honnêtement, on arrive, tout confondu, experts forestiers, coopératifs forestiers, DDTM, CRPF, à en gérer 800 hectares, c'est bien tout. C'est-à-dire on traîne à l'abandon 2000 hectares aussi. Et je sais très bien que vous aurez la même problématique. On va créer, on va créer, on va créer. C'est très bien de planter, planter. Mais si derrière on ne va pas jusqu'au bout, on peut se poser, moi, quelquefois, je me pose la question, ben, je me dis, j'aurais peut-être dû en faire moins et être capable de suivre tout ce que j'ai fait. Mais souvent, je l'ai demandé à ma hiérarchie de trouver des solutions, de dire comment on peut réussir à éclaircir, dépresser tous nos boisements. Mais souvent, ils sont loin de ces sujets-là, quoi. Ils sont loin de ces sujets-là. Et puis, ben, comme je l'ai indiqué aussi, ben, c'est toutes les petites mains qui, sur le terrain, qui ont réussi à faire les 800 hectares collectivement, profession libérale, coopérative, techniciens indépendants, des DTM, CRPF, c'est là que ça s'est gagné. Et je peux vous dire, toutes ces propriétés bénéficient de plans simples de gestion, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a des aides là-dessus, donc il y a forcément un document de gestion durable. Et le document n'a pas fait avancer les choses. Donc c'est vraiment la présence des petites mains sur le terrain, au pied de la haie, qui permettent d'avancer sur la sylviculture. Et ça, je mets en garde aussi bah, des documents trop compliqués, trop lourds, qui ne seront même jamais lus par l'agriculteur, que le technicien, je ne sais pas s'il pourra le réouvrir, parce que je vois, moi j'en ai plein mon armoire, un plan simple de gestion. Bah, je peux vous dire, heureusement que je ne les ouvre pas tous les jours, quoi. C'est surtout le réseau, toutes les connexions qu'on a sur le terrain, et on essaye d'avancer en toute humilité, parce qu'on est loin, comme vous, on sera loin de tout pouvoir entretenir. Et moi, c'est ce que j'ai peur dans ce programme, c'est de continuer à planter, 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 alors qu'on n'est pas forcément capable de gérer le néo-bocage existant. Moi, c'est une vraie question. C'est pour ça que j'ai répondu comment, à Charlotte rapidement sur ce sujet-là, parce qu'il me tient à cœur. Et quand j'en discute avec les agriculteurs, avec les techniciens, avec les gens de la forêt, nous, on en voit toute la difficulté à venir, quoi, de la bonne gestion des bocages, quoi. Donc, faire un document de gestion durable, OK, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait que le mot durable sur le papier, quoi. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer quelques messages et quelques convictions qu'on finit par acquérir à force de parcourir depuis de nombreuses années comment nos territoires agricoles que j'aime beaucoup, et je suis comme vous, on a tous envie d'avoir plus d'art, plus de qualité, et que c'est pas facile. C'est des beaux métiers, mais pas forcément facile. Merci Jean-Luc.